Bon, on va faire c'est pas très important, on va faire une revue exhaustive, enfin plus ou moins exhaustive des appareillages que vous pouvez et que vous avez le droit de réaliser. On a commencé à faire ça en pratique déjà, donc je vais juste vous redonner les rappels qu'on a pu vous dire et vous donner ou vous montrer déjà pendant les premiers cours de pratique d'appareillage. Donc simplement l'anatomie, on s'en fout, vous la connaissez. La terminologie aussi, vous la connaissez, c'est du rappel. Voilà, les plis de flexion de la main, c'est important en matière d'appareillage. Il y a des plis que vous devez absolument respecter, je vous l'ai déjà dit. Donc on va de nouveau s'y accrocher, c'est-à-dire surtout le pli palmaire distal qui est ici. Voilà. C'est la limite entre l'appareillage de la main et du poignet et des doigts. Si on vous dit de faire une attelle main, c'est-à-dire un gantelet, vous devez absolument vous arrêter au niveau du pli palmaire distal. Si on vous demande de faire un appareillage main-poignet, vous devez aussi vous arrêter au niveau du pli palmaire distal, c'est-à-dire ici. Et le poignet, c'est tiers moyen, tiers inférieur de l'avant-bras. Donc il ne faut pas dépasser cette limite, sinon vous allez provoquer des lésions iatrogènes, c'est-à-dire que vous allez entraîner des raideurs en extension de la MP. Voilà, on est en ce moment en pleine discussion et en plein conflit avec la maison Donjoy, pour ne pas les citer, qui ont modifié leur attelle de poignet et ils nous envoient des attelles de poignet depuis 6 mois avec un gantelet, poignet-main et une bavette qui remonte. Alors j'ai envoyé un courrier, j'ai eu la réponse des mecs. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Moi, je me fous de leur achat. Voilà, ils nous ont mis une bavette qui remonte jusqu'au niveau presque des interphalangiennes. Donc, pas aux interphalangiennes, au niveau du pli qui est ici, là. Voilà, qui est au niveau des commissures. Et les responsables de la société ont dit qu'il fallait monter le pli, les appareillages, pour être en conformité jusqu'au niveau du pli palmaire digital. Donc, ils appellent le pli palmaire digital, ça. Et il a fallu que je leur fasse un courrier pour leur rappeler qu'anatomiquement, ça correspond strictement à rien. C'est-à-dire que leur pli palmaire digital, il est pile au milieu de P1. Donc c'est une énormité qu'ils ont fait. Et en plus, ils sont sûrs de leur définition. Donc, vous voyez où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que même de nos jours, on est obligé de faire des rappels sur des principes de base. Je leur expliquais quand même que parmi les grands principes d'orthopédie, de traumatologie et de protection en matière d'appareillage, il était hors de question que les attelles qui prenaient même poignet dépassent le pli palmaire de flexion, qui lui correspond effectivement, le pli palmaire distal correspond effectivement aux articulations métacarpophalangiennes. Donc voilà, on en est là. Donc le pouce, c'est pareil, le pouce, où vous avez une attelle où on vous dit même poignet, pouce, ou même poignet sans pouce, vous ne prenez pas le pouce. Donc ça peut être même poignet, pouce, ou main, pouce. À ce moment-là, vous allez prendre le pouce. En règle générale, le pouce, quand on le prend jusqu'au niveau de l'interphalangène proxime, de l'interphalangène proxime, au niveau de l'IP. Donc vous devez monter jusqu'au niveau du pli de flexion de l'IP pour prendre toute la colonne du pouce. Sauf cas exceptionnel, des fois on est obligé de les monter jusqu'au bout. Si vous avez une fracture en plus de P1, de P2, si vous avez, j'en sais rien moi, un arrachement ligamentaire au niveau de l'IP, si vous avez un fracas complet de l'IP, de P1 et de P2, si vous avez une rupture du long extenseur du pouce, il est bien évident qu'il faudra prendre le pouce en entier. Mais en règle générale, quand on dit qu'on prend le pouce, on va le prendre jusqu'au niveau de P1. La commissure est moulée et votre pouce doit être toujours en avant du plan de la main, dans un plan de 90 degrés, avec une ouverture d'au moins 40 ou 45 degrés. Donc je vous le rappelle, je le redis, ouverture de la colonne du pouce en avant, dans un plan de 90 degrés par rapport au plan de la main, et l'ouverture doit être au moins de 30, 35, 40 degrés, suivant les possibilités. Et si vous n'avez pas le pouce à prendre, eh bien vous l'ouvrez largement, c'est-à-dire que vous devez l'ouvrir jusqu'au niveau du pli d'opposition, c'est-à-dire la fameuse ligne de vie, de façon à ce que votre patient puisse avoir des mouvements de position. Donc le pouce, où il est pris jusqu'au niveau de P1, où il est entièrement libre, c'est-à-dire que vous devez laisser toute votre commissure libérée avec le pli d'opposition qui est votre référence, de façon à ce que votre patient puisse mettre son pouce en avant.
Alors, en plus, si vous voulez, si on vous dit main poignée ou main poignée pouce, vous devez vous y conformer parce que d'abord c'est une indication, c'est une demande qui transite à travers une ordonnance, mais ça doit coller aussi avec les codes LPP. Je vous ai dit qu'on était couvert par la Sécu, par un codage de tous les appareillages, et si vous codez un appareillage poignée-main, ça ne sera pas le même code qu'un appareillage poignée-main-pouce. Il est bien évident que poignée-main-pouce, ça va être plus cher qu'un appareillage qui est codé poignée-main. Donc vous devez vous y conformer pour être en accord avec les règles de la Sécu, pour être en accord avec le LPP, et pour pouvoir un tarif qui correspond au tarif qui est proposé par la Sécu, sinon vous vous ferez épingler. Bon, je vous le rappelle, mais je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Les 3 nerfs de la main, bien sûr, c'est le nerf médian qui est le plus important, puisqu'il va arroser les 3 premiers doigts et la moitié radiale du 4. Donc c'est la prise, la pince tridigitale qui est en jeu avec le nerf médian. Le nerf ulnaire, il va surtout comporter les 2 derniers doigts, surtout le 5e rayon, et le nerf radial qui arrose à peu près la tabatière anatomique. Donc c'est une répartition qui est classique. Vous devez toujours vous assurer de l'intégrité, de la sensibilité chez vos patients avant de les appareiller. Sinon, ils vont pas pouvoir vous dire si votre thermoplastique est trop chaud ou pas trop chaud. En règle générale, il ne peut pas être brûlant parce que vous le tenez dans les mains. Mais surtout, il risque d'avoir des problèmes de suivi. C'est-à-dire qu'ils risquent de ne pas être capables de savoir s'ils ont des appuis douloureux ou des compressions qui risquent de devenir néfastes pour leur revêtement cutané. Donc il faut de toute façon toujours leur dire, votre appareillage n'est pas fait pour être porté H24, vous devez l'enlever régulièrement pour vérifier les points d'appui, vérifier votre sensibilité, vérifier s'il n'y a pas de zone de compression ou de zone de striction au niveau des téguments de la main. Alors la position, donc ça a longtemps discuté, ça a beaucoup évolué. Avant il y avait des positions de fonction, donc on mettait le poignet en extension, la main était légèrement fléchie, le pouce était en avant, les IPP, les IPD étaient fléchis. C'était une position de fonction parce qu'on disait comme ça les patients pourront récupérer une fonction rapide dès qu'ils auront dépassé le stade de la cicatrisation. Donc aujourd'hui on n'est plus dans ce schéma, on est dans des positions pas de repos mais d'attente, c'est-à-dire que la position définitive qui est adoptée aujourd'hui par tout le monde, c'est poignet en extension entre 15 et 30 degrés. La colonne du pouce est en avant, ouverte, d'au moins 40 degrés si vous pouvez. Il doit être dans un plan de 90 degrés par rapport au dos de la main, donc il est largement en avant. Les MP sont fléchis à au moins 45 degrés. Et les IPP et les IPD sont à 0 degré. Voilà, si vous devez bloquer quelqu'un, vous devez me le bloquer dans cette position. Ne me mettez pas les IPP en flexion et les IPD en flexion non plus, il faut les mettre à 0. Donc poignet entre 15 et 30 degrés, le pouce en avant, ouvert à 40 degrés, 90 degrés par rapport au plan de la main, MP fléchi à 45 degrés, IPP, IPD à 0. Vous devez respecter ces termes. Donc ça permet d'avoir bien sûr un équilibre entre les extenseurs et les fléchisseurs, mais ça permet aussi au niveau de la main d'avoir un équilibre entre les intrinsèques et les extrinsèques. C'est-à-dire qu'au niveau de P1, la position en flexion de 45 degrés DMP eh bien, vous assure une balance normale entre extrinsèque et intrinsèque. C'est-à-dire que vous mettez la pression sur P1 et sur P2 à 0 puisque l'équilibre est maintenu dans ce type dans cette position. Alors on décrit des unités de fonction, hein, c'est classique. Hein, donc vous avez le pouce, bien sûr, qui est pris en compte pour des prises fines, mais qui peuvent être aussi des prises de force, hein, parce que vous pouvez très bien tourner une clé, tourner un boulon, tourner un outil avec le pouce et l'index. Vous avez l'index et le médium qui ont des rôles d'indépendance, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir soit vers la région du pouce, soit le 3 va être basculé vers le 4e et le 5e rayon. Donc c'est l'indépendance des fonctions
et des prises de précision. Quand vous voulez attraper un objet petit, vous allez l'attraper entre le 1, le 2, ou le 1, le 2 et le 3, ou le 1 et le 3. Donc en fonction de l'orientation des ongles, j'avais fait faire un mémoire une fois par un ergot. Et il y a beaucoup de gens qui utilisaient plutôt la prise 1-3 pour attraper des aiguilles, par exemple, aux objets fins, parce que les ongles étaient en position d'opposition, et c'était plus facile que de les attraper avec le 1 et 2. Donc en fonction des gestes qu'on a à faire, on va basculer sur 1-2 ou 1-3 ou 1-2-3, suivant les cas. Voilà, le 4 et le 5, donc c'est classique, hein, c'est le verrouillage, c'est-à-dire c'est la prise de marteau, c'est la prise d'un outil. Donc c'est un verrouillage de l'outil dans la paume de la main, ça veut dire que vous allez avoir une flexion importante des MP, des IPP et des IPD. Donc classiquement, quand vous allez apparier vos jambes ou les rééduquer, si vous avez des lésions sur les unités 1, 2 ou 3, vous allez plutôt jouer sur l'ouverture et sur l'extension des MP, des IPP et des IPD. C'est-à-dire que vous êtes en pince longue. Donc c'est pas la peine d'essayer de récupérer, enfin c'est pas la peine. Si on a un choix, eh bien c'est pas la peine d'essayer de récupérer 90 degrés de flexion au niveau des MP et 110 au niveau des IPP, puisqu'on va travailler en pince longue. Par contre, si vous êtes sur une unité 4-5, là, vous êtes plutôt dans un schéma de récupération de la flexion contre l'extension qui peut rester négative avec un déficit de moins 15 ou moins 20 au niveau des IPP. Dans la mesure où les doigts se ferment complètement dans la paume, c'est toujours plus intéressant. Voilà, donc on décrit classiquement hein, comme bloc d'appui, je vous l'ai dit, le deuxième et le troisième méta, le 4, c'est normalement l'endroit où vont s'appuyer vos attelles et là où vous allez vous appuyer si vous devez faire des attelles dynamiques ou des attelles avec des tractions ou des ressorts pour faire des corrections. Voilà, les arches c'est important, on l'a pas fait, la prochaine fois qu'on va se voir en TP, je vais vous faire des gantelets et vous verrez qu'il faut que vous respectez absolument les arches de la main. La main présente des arches transverses, des arches longitudinales. Si vous les moulez pas, vous allez avoir un appareil qui va être inconfortable et qui va rapidement être rejeté par le patient qui va revenir vous voir en vous disant « Je sais pas ce que vous m'avez fait, mais je suis pas bien dans votre attelle ». Donc votre main elle est arrondie dessus, donc vous devez absolument respecter l'arrondi de la partie dorsale sur l'arche transverse de la main. Pareil dans la paume, il est obligatoire de mouler les deux arches transversales et longitudinales de façon à avoir un appui complet sur toute la palette métacarpienne. C'est d'autant plus important quand vous faites un gantelet, comme je vous ferai faire jeudi, je crois qu'on se voit jeudi matin, pour faire un gantelet pour des fractures de méta. Ça ne peut être valable que dans la mesure où vous avez moulé parfaitement vos deux arches dorsales et palmaires et que votre palette métacarpienne est bloquée, elle est prise en sandwich entre les deux parties de thermoplastique. Sinon, vos métacarpiennes ne tiennent pas et votre fracture risque de se déplacer. Voilà, donc c'est facile à faire, mais il faut le faire. Donc on voit souvent des attelles qui sont droites, hein. Le dos de la main il n'est pas droit, hein. il est arrondi. Même chez moi, mes stagiaires, mes élèves, quand ils me font des gantelets métacarpiens, ils ont la dernière partie qui part comme ça sur le côté. Je leur dis c'est pas bon. Il faut que vous alliez jusqu'au bord ulnaire, que vous tourniez sur le dos de la main, et vous devez absolument respecter cet arrondi dorsal de la même façon que vous devez creuser en avant les deux arches palmaires, transverses et longitudinales. Voilà. Alors, pour les principes d'attelle dynamique, donc vous allez mettre des tracteurs, vous allez mettre des moteurs qui vont soit corriger, soit aider, soit survenir à un déficit quelconque. Donc vous devez toujours absolument, et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, respecter l'orientation des doigts vers le tubercule du scaphoïde. Si vous ne respectez pas cette orientation, cette ligne de traction, vous allez créer, mais sincèrement c'est très rapide, en 15 jours vous allez provoquer une clinodactylie ou un trouble de rotation. Ça va très vite, donc c'est vous qui l'aurez provoqué et vous allez avoir les doigts qui vont tourner parce que vous n'aurez pas respecté cet enroulement. Donc classiquement quand on fait des appareils dynamiques, on fait le support, ensuite on place le fil tracteur sur le doigt, et on oriente le fil de façon à ce qu'il arrive pile au-dessus ou dans l'axe du tubercule scaphoïde. Et là, vous mettez votre rappel. Après que vous ayez des rappels secondaires derrière, c'est pas gênant, mais votre premier rappel, il doit être placé sur le tubercule scaphoïde. Si vous n'êtes pas dans l'axe, vous allez provoquer des troubles de rotation.
pareil si vous faites un appareillage d'extension des doigts, si vous mettez par exemple des lames de levame, il faudra que je vous amène d'ailleurs, des lames de levame sont des lames qu'on fixe avec un bracelet ou sur un gantelet sur la face dorsale de la main. Vous devez respecter l'écartement des doigts. Quand vos patients étendent les doigts, vos doigts s'écartent de 8 degrés. Donc vous devez respecter cette divergence de 8 degrés au niveau de l'ouverture des doigts. J'avais mis moi sur le marché à l'époque des platines pour supporter les supports de traction. Mes platines, je les avais fait découper par l'usine avec des pentes de 8 degrés. Ce qui fait que si je mets 4 platines côte à côte, j'ai mes 8 degrés d'ouverture des doigts, ce qui fait que je respecte la divergence. Donc ça aussi, c'est à respecter. Quand vous mettez un appareillage, vous devez avoir vos lames qui vont s'écarter normalement pour que la traction soit respectée dans le sens des extenseurs. Alors méfiez-vous des appuis. Vous verrez, je vais vous le redire jeudi, le plastique quand vous le moulez, il est chaud. Donc si vous serrez avec vos doigts, vous allez faire des zones de pression. Le plastique doit être travaillé en le lissant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lisser le plastique à votre main et l'arrondir, l'accompagner dans les arrondis, dans les formes et dans les arches que vous allez mouler. Si vous appuyez avec le pouce, vous allez faire une dépression et ça veut dire qu'à l'intérieur, vous aurez une zone d'appui. Ça aussi, c'est insupportable. C'est-à-dire que les gens reviennent vous voir rapidement en vous disant « ça me fait mal, j'ai un truc qui traverse dans la paume, sur le dos de la main et je ne le supporte pas ». Donc vous avez des zones de pression qu'il faut respecter par contre. Faites attention parce que ce sont des zones de fragilité où il y a la présence d'un élément anatomique qui risque d'être gênant. Dans la face dorsale des MP, c'est sûr que si vous avez un appareillage qui couvre les MP et qui va jusqu'au niveau de l'extrémité de P1, faites attention à vos moulages, il faut que vous soyez parfait, il faut bien épouser les têtes métacarpiennes et il faut bien épouser les vallées métacarpiennes. Donc vous devez le mouler, vous ne devez pas avoir un appareil qui va appuyer parce que vous aurez rapidement des appuis avec des lésions cutanées. La face palmaire des MP aussi, donc il faut la préserver parce que lorsque les gens plient, ils peuvent avoir des douleurs au niveau de la face palmaire. Alors si vous avez à faire un appareillage dynamique avec des tracteurs pour fléchir les MP, classiquement, nous on fait un rebord, ou en tout cas on tapisse la face palmaire de l'appareillage à son extrémité avec de la mousse autocollante. Parce que sinon le rebord de l'appareillage peut être douloureux lors des flexions, surtout si vous faites un rappel avec un tracteur un peu fort pour récupérer une flexion des MP. Les pulpes, donc faites attention aux pulpes, il y a peu d'appareils qui vont jusqu'au bout des doigts. Mais si on vous dit de faire un appareillage complet de repos qui va prendre le poignet, le pouce en avant, les MP légèrement fléchis, les IPP, les IPD, si vous allez jusqu'au pulpe, méfiez-vous de l'appui sur les pulpes. Surtout si vous avez quelqu'un qui a une tendance à avoir une spasticité ou des rétractions. Il va être en appui, il va en permanence pousser sur la pulpe, avec la pulpe des doigts sur le plastique et il va entraîner des nécroses cutanées palmaires. Donc là aussi, classiquement, on tapisse l'appareillage au bout avec une mousse autocollante qui permet d'amortir un peu les appuis et le choc. La face dorsale de P1, là aussi, pareil, quand vous faites une MP stop, ou encore plus si vous faites un appareillage dit de Zancoli. Je rappelle que l'appareillage de Zancoli est mis dans les paralysies ulnaires, c'est-à-dire qu'on fléchit les MP pour avoir une extension active des doigts par les extrinsèques, puisque les intrinsèques sont paralysés. Donc ce sont des gens à qui on va demander de pousser sur la telle pour étendre les doigts. Voilà, c'est pareil, c'est intenable au niveau de la face dorsale des MP, donc il faut là aussi capitonner tout l'intérieur de la face dorsale des MP au niveau de l'appareillage pour avoir un appui qui soit correct et pas agressif pour les patients. Alors la tête ulnaire, ça c'est le gros problème quand on fait des gantelets. Si vous faites un gantelet main-poignet, même si vous prenez les attelles de série, comme celles qu'on a actuellement, les Exos qui se moulent avec un four à chaud, c'est pareil. Donc faites votre attelle de gantelet et n'oubliez pas, une fois que vous avez fini, de faire tourner votre patient si peu, sauf s'il a un problème de fracture des os de la membrane, mais enfin, demandez à votre patient de tourner le poignet en pronosupination. Et là, il va vous dire « Ah, je suis désolé, mais ça me fait mal au niveau de la tête ulnaire. » Parce que suivant votre position, si vous êtes en supination ou en pronation, la tête ulnaire va s'effacer ou ne pas s'effacer. Donc, ils reviennent, les gens. Ils reviennent pour nous dire « J'ai mal là sur l'os qui dépasse. » Et quand vous enlevez la tête, vous voyez qu'il y a une rougeur. Alors, il y a des solutions. La première solution, c'est de tapisser l'intérieur avec de la mousse.
Alors c'est pas toujours la meilleure solution parce qu'on augmente la pression puisqu'on met une épaisseur de plus. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. La deuxième solution, c'est de la souffler au canon à chaleur. Vous verrez, on a des canons, donc avec le canon, on souffle l'endroit où il y a la tête lunaire pour faire une chambre, de façon à ce que ça n'appuie pas. Et la dernière solution, c'est de découper largement, si c'est possible, hein, sauf s'il y a une lésion au niveau de l'extrémité inférieure de l'una, de faire une découpe large autour de la tête lunaire pour la dégager et enlever la compression. En tout cas, vous devez toujours revenir là-dessus et le corriger si c'est un point d'appui douloureux pour les patients parce qu'ils ne la supporteront pas. Et enfin, pour finir, la base du pouce. Méfiez-vous, quand vous faites un gantelet, on a tendance, et c'est normal, à verrouiller le gantelet poignet-main au niveau des styloïdes, de façon à ce qu'ils tiennent et qu'ils ne soient pas expulsés ou qu'ils ne bougent pas ou qu'ils ne savonnent pas. Donc, effectivement, vous pouvez le mouler, mais faites attention de ne pas venir vous appuyer sur la base du pouce, parce que là, vous avez votre nerf radial qui sort. Vous vous souvenez, là, dans la tabatière anatomique, vous avez à l'intérieur l'artère radiale et la branche cutanée dorsale du nerf radial. Ça, c'est insupportable aussi. Et vous allez provoquer ce qu'on appelle un syndrome de Wartenberg, que je vous ai donné la dernière fois dans les syndromes canalaires. Dans le Wartenberg, c'est la compression du nerf radial dans la tabatière anatomique. Les gens reviennent et ils vous disent « je supporte pas la telle, ça me déclenche des douleurs dans la face dorsale des 3 premiers doigts ». Donc vous avez gagné, vous avez comprimé le nerf radial, vous avez créé un syndrome de Wartenberg. Donc pas d'appui sur cette zone quand vous risquez d'avoir un Wartenberg. Pas d'appui non plus sur cette zone un peu au-dessus et sur le côté, c'est-à-dire c'est la première coulisse radiale, là où il y a le l'abducteur. Si vous appareillez un syndrome de De Quervain, pas d'appui sur la coulisse radiale, parce que vous allez continuer de provoquer les douleurs. Il faut vraiment que vous ayez une chambre qui ponte la coulisse et qui va jusqu'au niveau de l'avant-bras sans s'appuyer dessus. Si vous avez une orthèse qui appuie sur la coulisse radiale chez quelqu'un que vous avez appareillé pour un syndrome de De Quervain, vous êtes sûr qu'il va vous dire « je supporte pas votre attelle, elle me fait mal parce qu'elle appuie sur la coulisse ». Et c'est normal parce que si vous appuyez dessus, ça fait mal. Donc voilà, donc il y a quelques points qu'il faut respecter. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais je vous les ai donnés. Hein. Donc le nerf radial, la tête lunaire, les faces dorsales d'AMP, le pli palmaire distal, les pulpes. Faites attention. Et la façon la plus simple, c'est de dire à vos patients, de toute façon, c'est médico-légal, vous devez leur donner un papier. Si vous avez un problème, si ça vous fait mal, si vous n'êtes pas bien, si vous avez des douleurs, si vous avez des fourmis, si vous avez des décharges électriques, vous nous appelez ou vous revenez nous voir. C'est la seule solution. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, je vous mets une attelle, je vous encaisse 80 gros, et je vous dis au revoir. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, la seule solution, c'est de suivre les patients. Voilà, nous, on suit tous nos patients qui ont été appareillés ou qui sont suivis pour des traumatismes fermés ou ouverts. On les suit tous à 8 jours. Ils ont tous des informations en leur disant vous devez garder l'appareillage, vous devez faire attention à ça, vous devez faire attention aux appuis, vous devez enlever l'appareillage régulièrement tous les jours, soit pour vous laver les mains, soit pour vérifier vos appuis. Vous devez nous téléphoner si vous avez des troubles sensitifs, si vous avez des pertes de sensibilité, si vous avez des appuis qui vous empêchent de dormir, si vous êtes plus mal après qu'avant. Il n'y a rien à faire, il faut revenir. Donc, premièrement, vous téléphonez et on va vous dire s'il faut venir nous voir ou si on peut attendre la consultation suivante. Et de toute façon, ils sont quand même tous contrôlés à 8 jours. On les contrôle pour vérifier si l'appareillage est toujours en place, s'il est bien toléré, si la main a dégonflé, on refait ou on ajuste l'appareillage et on vérifie les mobilités. C'est-à-dire que si on appareille quelqu'un, c'est pas pour le bloquer, c'est pour le protéger. Aujourd'hui, dans les SOS humains, on ne bloque pas les gens, on les protège et on leur demande de bouger. Donc nous, on les fait revenir. C'est le principe du fast track, hein, c'est-à-dire qu'on les suit régulièrement, une fois par semaine, pour leur éviter d'avoir des séances de rééducation répétées et inutiles. Donc on les fait venir, on contrôle l'appareillage, on contrôle la mobilité. S'ils sont OK, ils repartent pour 8 jours de plus et ensuite on les revoit qu'au bout d'1 mois et demi, en fonction de la pathologie. Autre consigne qui est incontournable, c'est sur toutes les attelles de correction. Si je ne parle pas des attelles d'assistance, hein, si vous faites un attelle d'assistance, c'est-à-dire si vous allez suppléer ou aider des extenseurs qui sont rompus ou des fléchisseurs qui sont rompus, ce sont des attelles qui sont portés jour et nuit. Par contre, les attelles de correction ne sont jamais portés la nuit. Voilà. Il est interdit de mettre une attelle de correction à porter la nuit, parce que si les gens ont un sommeil un peu lourd et qui s'endorment, ils vont se réveiller le lendemain avec une main qui va être 2 fois le volume qu'elle avait la veille. Donc c'est l'indication classique des capners, hein,
où on voit régulièrement les médecins ou les chirurgiens qui ont des connaissances très horizontales sur l'appareillage et très limitées, qui disent voilà, vous allez voir le kiné, il va vous mettre une attelle de Kapner, alors il faut la mettre la nuit et la journée vous bougez. Alors, c'est la plus belle connerie qu'ils puissent dire, ça. Donc, on ne porte jamais un Kapner la nuit. Jamais. De toute façon, moi, quand je leur mets le Kapner, je leur dis, vous avez vu? Regardez l'appui. Au bout de 3 minutes, il y a déjà un appui. Ceux qui sont passés chez nous l'ont vu. Hein. Il y a déjà un contre-appui qui fait très mal. Donc, si vous gardez ça toute la nuit, vous vous réveillez avec un doigt qui a triplé de volume. Voilà, pareil pour les forces de traction. Si vous mettez un appareil avec des tractions élastiques, le Kapner, c'est une traction par fil, hein, c'est du fil qu'on va tordre. Alors donc en fonction de l'épaisseur du fil, du diamètre du fil, et en fonction de la corde à piano en principe, hein, on n'en fait pas beaucoup maintenant, en fonction de l'épaisseur de la corde, du diamètre de la corde de piano et du nombre de spires, plus vous avez de spires, plus votre appareillage sera doux. Moins il y a de spires, plus l'appareillage sera dur. Plus le diamètre est élevé, plus l'appareillage sera dur aussi, ça c'est facile à comprendre. Alors aujourd'hui, on a des Kapner qui sont vendus dans le commerce. Moi, je vous conseille de poser cela. Hein. Vous avez le droit de les poser et de les vendre. Hein. Parce que les grands bricoleurs, comme je connais des amis à moi à Grenoble, font les Kapner avec des tourniquets, des machins. Sincèrement, je sais faire un Kapner, je peux en faire un, mais le résultat est souvent catastrophique parce que c'est compliqué pour les patients de les supporter. Voilà. Donc, la force doit être... douce, c'est pas la peine de tirer fort sur une articulation. Une articulation de doigt, c'est pas un genou, c'est-à-dire que vous n'allez pas pousser dessus comme sur un genou et vous pouvez appuyer ou mettre 20 ou 30 kilos dessus. Un doigt, c'est pas la peine. Hein. Quand vous tirez sur une articulation, c'est petit, c'est fragile, il n'y a pas beaucoup de force en présence, donc c'est pas la peine d'avoir des forces de traction importantes. Et c'est Brand qui l'avait démontré, le grand principe en matière d'appareillage de correction dynamique, il vaut mieux tirer lentement et longtemps plutôt que de tirer fort et vite. C'est insupportable. Les gens ne le supportent pas. Et il y avait un schéma qui était connu à l'époque de tout le monde. Quand on a commencé à faire l'appareillage, il y avait un quai avec un gros bateau, c'est-à-dire un transatlantique qui était à quai, et un mec qui partait en courant de l'autre bout du quai et qui s'écrasait contre le bateau. Le bateau n'avait pas bougé, mais le type, il était mort. Et après, vous avez un mec qui mettait le petit doigt sur la coque du bateau et qui s'appuyait doucement. Et le bateau s'écartait tranquillement. Voilà, c'est un peu le même principe dans l'appareillage. Il vaut mieux avoir des forces douces que vous allez appliquer pendant longtemps, de façon à avoir une correction qui va être régulière et non intempestive. Alors les matériaux, bon, vous l'avez déjà vu la dernière fois, je vous ai montré. Donc ce sont des matériaux à basse température. Basse température, ça veut dire qu'ils vont être moulés à partir de 70-80 degrés. En règle générale, nous on met 80 degrés dans nos cuves. C'est la meilleure température pour obtenir un thermoplastique qui soit suffisamment malléable. Donc méfiez-vous, je vous ai dit qu'il y a plusieurs laboratoires, ils sont à peu près, je dis bien à peu près identiques, mais ils réagissent pas tous de la même façon. Donc il y en a qu'il faut chauffer à 80 degrés, comme les Sandspline que je vous ai montré, ou les aquaplastes. Il y en a qu'il faut chauffer un peu moins. Il y a des thermoplastiques qui sont faits par des Belges. Si vous les chauffez trop, ils deviennent vite très collants et vous n'arrivez plus à vous en dépêtrer les doigts après. Donc la bonne température pour nous c'est autour de 80 degrés. Donc ou vous avez une cuve ou vous avez une plaque électrique. Si vous avez une plaque électrique, vous n'aurez peut-être pas de contrôle de la température, mais ça peut se vérifier à la main. Quand vous sortez le plastique, vous voyez s'il est chaud ou s'il n'est pas chaud. Donc vous avez les Sandspline, je vous ai montré, c'est-à-dire les épais. Vous avez les Orphite ou les aquaplastes. Donc Orphite c'est belge, aquaplast c'est américain. Sincèrement, je préfère l'aquaplast à l'Orphite, avec des possibilités de rattrapage, je vous ai montré, parce qu'ils sont très extensibles, avec un risque, hein, c'est-à-dire l'extensibilité risque, quand ils refroidissent, de devenir compressif. Donc l'avantage peut se transformer en quelque chose d'insupportable. Alors après, il y a les résines. Hein. Je vous rappelle que les résines, vous n'avez pas le droit de les faire. Enfin, nous n'avons pas le droit de les faire. C'est un acte médical qui doit être fait par un médecin ou un chirurgien ou un orthopédiste. Si vous faites une résine, soit vous la faites sous le couvert d'un médecin ou d'un chirurgien qui est dans le secteur et qui vous a dit tu fais la résine, soit vous l'ouvrez. Et une fois que vous avez ouvert la résine, ça devient un appareillage amovible et là vous êtes plus sous le coup de la loi. Donc ne faites pas de résine tout seul si on ne vous en a pas donné l'ordre.
Il y a les tissus en néoprène, hein, vous savez qu'il y en a de plus en plus, on a essayé d'en faire, on a voulu à l'époque faire une gamme d'appareillage en néoprène pour les musiciens, parce qu'un musicien ne peut pas jouer avec un truc rigide, c'est sûr. On s'est un peu tombé à l'eau, j'avais arrêté le projet parce que c'était compliqué à mettre en place sur le marché. Et puis il y a les plâtres, hein, il y a encore des équipes qui utilisent le plâtre, qui a l'avantage sur la résine d'être moins cher, bien sûr, c'est moins cher en plâtre qu'une résine, qui a un autre avantage sur la résine, c'est pour ça que certains le mettent en sortie de salle d'opération, et ensuite ils le remplacent par une résine, c'est qu'ils absorbent les exudats, c'est-à-dire que si vous avez une plaie qui coule, qui suinte, ou si les redons fuient, ou s'il y a des lésions cutanées étendues, un plâtre va pomper les exudats, alors qu'une résine ne va pas le pomper. Voilà, donc il y a des gens, sur un type d'intervention, qui vont mettre un plâtre en première intention au bloc, qui sera remplacé après, secondairement, par une résine. Alors les fermetures, donc vous avez vu, hein, on fait des fermetures avec des straps, c'est facile, c'est le plus simple pour nous, c'est un strap, c'est-à-dire un velcro, un velours, un crochet, le velours est libre, le crochet est autocollant, en règle générale c'est comme ça. Vous pouvez faire des fermetures avec rappel, on peut mettre une boucle, faire un rappel et serrer dessus. Hier, pas plus tard qu'hier après-midi, on a été obligé de faire une fermeture sur un pouce avec un rappel pour tirer. Le type avait une luxation trapézo-métacarpienne, mais énorme, hein, ça sortait tout seul. On arrivait, on le réduisait, et dès qu'on relâchait la pression, ça ressortait. Donc il a fallu qu'on lui fasse un appareillage un peu compressif avec un rappel pour qu'il puisse tirer. Et il fait ses études, il a des examens à passer, il ne peut pas se faire opérer avant le mois de janvier, donc il va attendre comme ça pendant 2 mois, le temps qu'il ait passé ses examens et ses concours. Voilà, on peut mettre du cuir avec des pressions, on a des outils hein, pour faire des emporte-pièces avec des œillets, avec des pressions qu'on peut fixer sur du cuir. Ça devient un peu plus compliqué, un peu plus artisanal, mais vous pouvez le faire. Alors, dans les classifications, il y a les orthèses statiques et les orthèses dynamiques. C'est facile, vous ne pouvez pas vous tromper. Ou c'est fixe, ou ça bouge. C'est pas la telle qui bouge, c'est le doigt qui va bouger avec la telle. Ou le poignet. Alors le poignet c'est très compliqué, mais le doigt on peut faire des attelles dynamiques sur le doigt. Le poignet j'en fais pas, je sais qu'il y a j'ai des confrères toujours à Grenoble qui en font, mais ça demande des cordes à piano qui sont énormes, avec des moteurs et des tracteurs qui sont difficiles à mettre en place et à supporter. Donc attelle statique, c'est-à-dire que vous allez vous poser sur une main ou sur un poignet, de façon à stabiliser le résultat, c'est-à-dire vous allez stabiliser un foyer de fracture, vous avez stabilisé une correction qui a été faite orthopédiquement, vous allez stabiliser un foyer qui a été ostéosynthésé mais qui n'est pas suffisamment stable pour être lâché comme ça dans la nature sans protection. Vous allez stabiliser ou protéger des sutures, par exemple des sutures de tendons. Si c'est des sutures de tendons fléchisseurs, vous allez mettre des fléchisseurs en détente. Si c'est des sutures de tendons extenseurs, vous allez les mettre en dorsale pour détendre la suture. Vous allez aussi stabiliser et protéger les sutures nerveuses. N'oubliez pas que quand un nerf est suturé, il ne faut pas tirer sur la suture. Donc en fonction du niveau de la lésion nerveuse, on pliera les MP, on pliera les IPP ou les IPD. Et ça jusqu'à la 3e semaine. Et je vous rappelle que le signe qui va vous permettre de dire j'enlève l'appareillage et vous pouvez tendre les doigts, c'est le signe de Tinel. Dès que votre signe de Tinel aura dépassé la zone de suture, c'est-à-dire le niveau de l'incision cutanée, à ce moment-là, vous dites à votre patient, vous pouvez y aller maintenant, vous êtes passé de l'autre côté, donc vous pouvez commencer à étendre les doigts ou étendre le poignet. Alors les attelles dynamiques, donc, ce sont des attelles qui vont tirer ou suppléer, donc on a plusieurs types. Hein. Il y a les attelles de correction, c'est-à-dire que vous allez essayer de corriger avec un moteur quelconque, un flexion d'IPP ou une rétraction de la plaque palmaire ou une raideur des MP en extension. Vous allez faire des attelles dynamiques de suppléance, c'est-à-dire quelqu'un qui a une paralysie, qui ne peut pas étendre les doigts, vous pouvez très bien lui mettre en place un appareillage dynamique qui va lui ouvrir les doigts pour qu'il puisse taper sur un clavier ou ouvrir la main pour attraper des objets. Les attelles d'assistance, donc l'assistance c'est assister un tendon qui a été suturé, c'est ce qu'on met dans les sutures de tendons extenseurs ou fléchisseurs. Donc avant on faisait des rappels d'assistance sur les tendons fléchisseurs ou sur les extenseurs. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Il y en a qui continuent à le faire encore. Nous, on ne le fait plus. Ça fait 20 ans que je ne fais plus de dynamique sur les tendons, ni extenseurs, ni fléchisseurs.
mais il y a encore des chirurgiens qui demandent à avoir des rappels dynamiques sur les sutures des extenseurs. Donc vous pouvez très bien tomber un jour sur un chir qui va vous dire j'ai fait une suture des extenseurs du 3, 4, 5, je veux que tu me mettes une attelle de Kleiner inversée avec des rappels dynamiques. Voilà. Donc vous pouvez lui dire ça se fait plus depuis 20 ans, mais il va vous dire oui mais moi je fais toujours ça, parce que le reste je sais pas. Voilà, l'assistance c'est ça, et après, donc enfin la protection, je vous ai dit, c'est pour protéger une suture. Donc si on fait un appareillage statique, on peut mettre le poignet LMP en flexion pour protéger une suture. On peut aussi mettre un poignet en extension avec des tracteurs en flexion sur les doigts, comme on faisait pour les Kleiner avant, qui vont protéger la suture. Vous pouvez aussi faire des attelles de protection, mais pas dynamiques, elles seront statiques pour les nerfs, je vous le dis tout à l'heure, de façon à protéger la suture jusqu'à ce qu'il y ait une récupération. Voilà donc en gros ce que vous avez de disponible et sur le marché pour pouvoir appareiller vos jambes. Alors les moteurs, donc les moteurs, c'est classique, ça a été l'élastique pendant longtemps, hein. On avait l'élastique, on appelait ça l'élastique de Jocari, après c'était des élastiques qu'on avait dans les merceries. Donc on a tous utilisé des élastiques, je les avais critiqués à l'époque parce qu'on mettait le même élastique sur un chauffeur routier et sur une fille de 18 ans, à mon avis c'était pas quand même la même chose, c'est pour ça qu'on avait des flessums, parce que les uns arrivaient à mobiliser leurs doigts et les autres n'y arrivaient pas du tout. C'est pour ça que j'avais mis sur le marché les ressorts étalonnés, j'ai rien inventé, j'ai simplement appliqué les ressorts avec des forces calibrées différentes pour pouvoir protéger les tendons extenseurs ou fléchisseurs. Ensuite vous avez les lames de Levam. Je pense que j'ai quelques photos là. Donc les lames de Levam, il faut les fixer, mais il faut les laisser sur toute la longueur. C'est-à-dire que les lames de Levam ont été mises et fabriquées par le chirurgien qui s'appelait Hubert Levam, qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et il avait défini une force de traction sur les lames de Levam qui était inférieure à ce que pouvait supporter une pression cutanée permanente. C'est-à-dire que ça a été pendant longtemps, et c'est là encore aujourd'hui, sauf cas exceptionnel, parce que ça m'est arrivé une fois, ce sont les seules attelles dynamiques qu'on peut faire porter la nuit. Les autres, elles sont exclues. Donc, les lames de Levam sont les seules parce qu'elles sont calibrées par l'industriel qui les fabrique. Pour pas faire de pub, c'est la société Adhesia qui les vend. Elles sont calibrées pour avoir une force d'appui qui va être supportée par la peau, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de problème d'appui avec une lame de Levam, à condition de respecter les clauses du constructeur. Et je vois tout souvent dans les autres écoles ou dans les autres équipes des appareilleurs ou des kinés ou des kiné-orthésistes qui noient les lames de Levam. Donc ils font un gantelet, ils noient la lame de Levam, ça veut dire qu'ils la font travailler que sur la moitié de la longueur. Si elle travaille sur la moitié de la longueur, vous multipliez par 2 la force de traction. Donc vous avez modifié les normes du constructeur, ça veut dire que si vous avez un problème cutané et que le mec va au tribunal, c'est vous qui êtes dans votre tort. Il y en a d'autres aussi qui disent ouais, j'ai un fesson, j'arrive pas à le réduire, je vais mettre non pas une mais 2 lames de Levam collées l'une sur l'autre. Ça aussi c'est interdit. C'est strictement interdit. La lame de Levam, vous la sortez de la boîte, elle est longue comme ça, vous la mettez, vous la fixez sur un bracelet et vous allez la ponter jusqu'au bout du doigt avec 2 straps. Vous ne devez pas faire plus. Vous pouvez, moi j'ai un chirurgien qui veut des gantelets parce qu'il ne veut pas que ça bouge, vous pouvez faire un gantelet, vous mettez un rivet à la base de la lame de Levam et vous la laissez tirer sur toute la longueur. Et là, vous n'aurez jamais de problème. J'ai eu une fois un problème avec une lame de Levam. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai mise la veille, le lendemain, quand on l'a enlevé, le patient avait une nécrose complète cutanée sur le dos de l'IPP. J'ai fait la photo, j'ai pris les références, j'ai envoyé les références des boîtes, du colis et de la série. J'ai envoyé tout chez Adhesia, pas de réponse. Voilà, ils n'en ont rien à foutre. Donc lame de Levam, la corde à piano, alors vous pouvez en faire de la corde à piano, hein. Moi j'en fais pas parce que c'est fastidieux, c'est compliqué, il faut avoir des pinces à bourron ou avoir l'appareil, le Rescap qu'a inventé Dominique Thomas pour faire les ressorts. Donc vous pouvez faire avec la corde de piano, vous pouvez faire des ressorts pour fabriquer des capners. À l'époque, les Américains étaient très friands de ça, ils mettaient des cordes à piano partout pour faire des appareillages dynamiques de rappel, d'extension sur la polyarthrite, sur les tendons, sur un tas de trucs. On voyait des gens arriver avec des bouquets, comme ça, ils avaient des gantelets, un grand bouquet au niveau de la main, avec des cordes de partout. C'est invivable en plus, vous ne vivez pas avec ça. La nuit, vous ne pouvez pas vous tourner parce que vous risquez d'emborgner votre conjoint. Donc la corde à piano, je vous la laisse, hein, sincèrement. Si vous voulez, je vous montrerai comment ça se fait, mais il faudrait d'abord que j'en trouve et que je vienne avec des pinces. Mais c'est vraiment chiant à faire.
Et après, il y a la bande biflex qui sert à rien. Voilà. La bande biflex, c'est un emplâtre. Je vois souvent dans des écoles d'orthopédie ou d'ergothérapie, on apprend aux élèves à faire des coiffes. Où le chirurgien vous dit, je te l'envoie pour une raideur des doigts d'extension, tu me fais une coiffe. Donc quand on fait une coiffe avec une bande biflex, eh bien, vous pliez les articulations libres. C'est-à-dire que si vous avez une raideur DMP et que vous faites une coiffe par-dessus, votre main va rester comme ça, alors qu'il faut tirer ici. Donc ça sert pas à grand-chose, les bandes biflex. Voilà, donc là vous avez des moteurs, hein, c'est-à-dire des rappels avec des ressorts étalonnés. Voilà, ça c'est moi qui l'ai mis sur le marché, avec un ressort à la base du fil. Après vous mettez le fil, une platine de rappel et une potence qui va venir tirer à l'endroit du segment que vous voulez mobiliser. Et voilà les fameuses lames de Levam que vous pouvez monter sur un gantelet, mais que vous devez laisser libre sur toute la longueur. Voilà. Si vous voulez rentrer là-dedans, il y en a qui les noient complètement. Il est noyé et il est laissé coulisser. Alors ce qu'il est laissé coulisser dans un tunnel, encore ça pouvait s'accepter. Et voilà les fameuses cordes à piano, c'est infernal, hein, cordes à piano, il y en a qui en mettaient partout, sur les pouces, sur les ouvertures. Ça peut être efficace, mais sincèrement c'est compliqué à faire. Et la fameuse bande biflex qui ne sert à rien. Voilà. Vous enroulez, mais vous enroulez que les articulations qui sont libres et souples. Donc résultat négatif. La force de traction, faites attention, il faut être précis quand vous faites une dynamique, parce que vous risquez de provoquer rapidement soit des clinodactylies ou des troubles de rotation, soit des valgus, soit des varus, soit des déviations, soit des hyperextensions. Donc il faut être précis. C'est comme quand vous venez chez nous, que vous faites des postures au plateau canadien, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'une posture au plateau canadien doit être faite en respectant les axes de traction. Vous devez être toujours à 90 degrés par rapport au segment à mobiliser. Ce qui veut dire que vous devez faire évoluer votre appareillage. Donc 90 degrés, c'est là. Dès que vous avez gagné sur l'extension, eh bien vous devez modifier votre angle d'attaque. Sinon, vous allez avoir des phénomènes soit de compression si vous tirez trop en proximal, soit d'échappement si votre appareillage tire vers l'extérieur. Donc vous devez vraiment vous appliquer à être à 90 degrés par rapport à votre système de traction. Voilà, et donc en fonction du gain, vous allez faire modifier votre point de traction. Donc ça c'est vite fait, hein. Il suffit de... Là, le point de rappel était là parce qu'on était à 90. À partir du moment où il a gagné, eh bien, on a modifié le point de traction. Et après, les autres rappels ont moins d'importance. Mais c'est le premier qui doit être dans l'axe, qui doit être vers le tuberculus scaphoïde, qui doit être à 90 degrés par rapport au segment mobilisé. Pareil, je vois même chez moi, quand ils font des postures sur les plateaux canadiens, si je vous dis de tirer sur une IPP, si vous tirez sur l'IPP sans verrouiller le reste, voilà ce qui se passe. Vous ne tirez pas sur l'IPP, mais vous mettez l'AMP en extension. Donc ça, c'est nul. C'est ça, ça ne sert à rien. Donc si vous voulez tirer sur une IPP, il faut d'abord bloquer l'AMP en flexion, et ensuite vous tirez sur l'IPP. Donc là aussi, vous allez être à 90 degrés par rapport au segment mobilisé. Voilà. Là aussi, vous allez toujours avoir un angle d'attaque qui sera respecté, que ce soit en flexion ou en extension. C'est pareil, vous devez toujours respecter votre axe de traction sur les appareillages. Alors le moulage, donc quand vous moulez vos patients, respectez l'anatomie et la physiologie de la main. L'anatomie, vous avez des personnes dans la même main, donc respectez les reliefs osseux. Il y a des gens qui ont des têtes unaires qui sont proéminentes ou qui sont subluxées ou qui ont des syndromes unaires. Il y a des gens qui ont des bases de premier méta qui sont subluxées ou qui sont proéminentes. Il y a des gens qui ont des têtes d'MP qui sont saillantes. Il y a des gens qui ont des déviations latérales des doigts parce qu'ils ont de l'arthrose. Donc respectez les repères osseux, appliquez-vous à être toujours aligné dans l'axe en respectant les angles que je vous ai donnés et respectez les arches de la main, c'est-à-dire les arches transverses et les arches longitudinales. Voilà, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, souvent je fais faire des gantelets, donc les arches, il faut les respecter, il y a un arrondi, cet arrondi vous devez le retrouver, il faut absolument que votre plastique qui est mou, qui est souple quand vous le mettez, il faut que vous le laissiez couler, il faut le garder, il faut l'arrondir sur le dos de la main.
Donc vous devez avoir, non pas ça, qui fait très mal, mais un gantelet qui est plaqué, qui est appuyé et qui prend en compte tous les reliefs osseux et surtout l'arrondi de vos arches dorsales et transverses. Donc si vous ne respectez pas vos arches, vous allez avoir un appareillage qui sera pas agréable, qui sera aussi peut-être pas efficace, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de maintien suffisant pour verrouiller votre système ostéo-musculaire. Alors le moulage, donc on en a parlé déjà la dernière fois, hein. Ça se fait pas debout, ça se fait, votre patient est assis, la position du membre c'est important, il faut que votre patient soit assis devant vous, le coude sur la table, la main en l'air. Voilà, donc sauf si vous faites un coude, mais je vous dis que les coudes, il ne faut pas vous engager à faire des coudes avec du thermoplastique, vous n'y arriverez pas. Donc en règle générale, tout ce qui est avant-bras, poignet, main, pouce et doigts, vous devez avoir votre patient assis devant vous, derrière une table ou derrière un bar comme chez nous, et vous devez être en position de pouvoir travailler en pouvant vérifier les 3 plans de l'espace, c'est-à-dire que vous devez pouvoir faire retourner la main ou passer autour pour vérifier le positionnement de votre orthèse dans les 3 plans de l'espace. Sinon, vous allez vous retrouver après avec des gens, si vous ne faites pas attention, surtout si vous faites par exemple une attelle de poignet, les patients ont tendance à tirer vers eux. Donc si vous la regardez que dans un plan, quand vous l'enlevez, vous apercevez que vous avez une inclinaison radiale qui est pas justifiée et qui est surtout insupportable ou pas en rapport avec la pathologie que vous avez fait. Donc utilisez la pesanteur, hein. Vous verrez aussi pour les gantelets, c'est plus facile de laisser tomber le plastique dessus que de le remonter. J'en vois des fois qui passent par en dessous et qui remontent le plastique, c'est ridicule, quoi. Posez le plastique, laissez-le couler, donc il faut mettre la main en bonne position. Si vous devez faire une attelle de Durand, c'est-à-dire une attelle de protection des fléchisseurs, vous allez poser le plastique sur la face dorsale de la main et du poignet. Vous n'allez pas me mettre la main comme ça et tenir le plastique de l'autre côté, c'est le b.a.-ba, mais quelquefois on est bien obligé de répéter le b.a.-ba. Donc utilisez la pesanteur, ça sera plus facile pour vous parce que déjà le plastique va mouler tout seul l'anatomie de votre patient. Faites attention aux pansements, je vous ai dit, il y a des patients qui arrivent en post-op qui ont des pansements, donc il n'est pas question de les démarquer, d'autant plus que le circuit chez nous est classique, ils arrivent, ils sont vus par le dentiste, ils passent chez l'infirmière qui enlève le pansement compressif, qui fait un petit pansement qui va pouvoir permettre la mobilisation et l'appareillage. Donc vous allez faire l'appareillage sur le pansement qui vient d'être fait. Si chaque fois que vous faites un appareillage, vous débarquez le pansement, sincèrement, l'infirmière elle va vous taper dans les oreilles, elle va vous dire je ne vais pas passer ma journée à refaire tes pansements que tu as démarqués. Donc la seule solution, c'est de mettre des gants, hein. Donc, on coupe des bouts de gants, on a des boîtes de gants où il manque la moitié des doigts d'ailleurs tout le temps. Donc on coupe des doigtiers pour protéger les doigts. Quand c'est sur une main ou un poignet, on met un jersey. Il y a un produit qui s'appelle le PA-Aft aussi que vous pouvez mettre dessus, c'est une bande qui est pas trop élastique, qui permet de mouler et qui permet d'enlever l'appareillage sans débarquer le pansement. Donc c'est quand même intéressant. Bon, je vous ai dit ce que je pensais des patrons. Certaines équipes, si vous allez à Nancy ou dans les écoles nancéennes ou à Strasbourg, ils ont l'habitude de faire des patrons, nous on n'en fait pas. Donc on a pris l'habitude, on a un peu l'habitude à force, si vous voulez, on découpe un triangle, un rectangle ou un carré. On peut à la limite prendre avec 1 centimètre la longueur de la main ou de l'avant-bras et la circonférence pour vous donner une idée, mais ça s'arrête là. Voilà. Et ensuite le découpage et les finitions sont faites tout de suite après, c'est-à-dire là aussi n'attendez pas trop longtemps, plus vous allez attendre, plus le plastique va être dur. Donc les filles toujours disent c'est difficile, c'est compliqué de couper le plastique. Effectivement, plus vous attendez, plus c'est dur. Donc plus c'est compliqué, plus ça fait mal pour couper le plastique. Donc dès qu'il est moulé, qu'il a pris sa forme, vous le sortez, vous l'écartez, vous le repositionnez et vous faites votre découpage. Voilà, le moulage donc, on le refera, hein, on fera ce petit peu de gantelet. Vous devez lisser votre appareil, vous devez mouler les arches, mais vous ne devez pas rentrer les pouces dedans. Vous verrez qu'il y en a beaucoup, on va toutes les empreintes digitales des pouces à l'intérieur des appareils. Donc lissez-les, mais ne les appuyez pas. Il faut avoir une main de velours, c'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter la sensibilité du plastique qui prend vite les déformations. Alors les patrons, voilà, si vous allez à Nancy, on va vous faire ça. C'est infernal, quoi. Alors il y en a
Il y a un patron pour chaque technique, hein, les poignets sans pouce, les pouces sans poignets, les poignets avec pouce. Enfin, c'est infernal. Il y a des mesures, des angles. Il faut rapporter, mettre toutes les mesures avec un rapporteur sur un papier. Il faut les reporter sur le plastique. Ensuite, il faut pré-tremper le plastique pour pouvoir le découper parce que c'est infernal découper comme ça à chaud, à froid. Donc, le pré-découper en les préchauffant. Ensuite, poser le thermoplastique sur le patient et faire les découpes définitives parce que malheureusement il y a encore des découpes à faire même en ayant fait un patron parce que le patron il est fait sur un produit qui est dur et non déformé mais une fois qu'il est chaud il va se déformer donc vous perdez tous vos repères. Alors je les casse pas mais c'est pour ça que j'en fais pas parce que ça me paraît très compliqué. Voilà, les résines, je vous ai dit, vous pouvez en faire si vous êtes coincé, si votre patient est allergique, vous pouvez faire des résines à condition qu'elles soient ouvertes sur le côté et vous mettez des straps. Voilà, à partir du moment où vous avez mis des straps, vous avez transformé votre résine en appareillage ouvert amovible, ben vous êtes dans votre droit, c'est-à-dire que vous avez fait votre travail et vous n'êtes pas en dehors de la législation. Pensez que vos tissus sont élastiques, c'est-à-dire que vous devez conserver la mobilité de votre chaîne digitale. Donc respectez la longueur de déplacement cutané, respectez les plis d'aisance au niveau des commissures, au niveau des plis de flexion ou des plis d'extension, de mobilisation dorsale, parce que vous devez pouvoir garder la mobilité de vos rayons digitaux. Voilà. Vous voyez, quand vous faites un appareillage dynamique, hein, rappelez-vous que cette longueur, quand vous avez les doigts pliés, eh bien, elle va se multiplier par X. Donc, il faut vérifier, il faut savoir jusqu'où vous allez aller, parce que sinon, vous allez vous retrouver court après en disant, bon, j'ai mis un appareil d'extension et plie les doigts. Quand vous faites plier les doigts, vous apercevez que ça ne peut pas plier, parce que vous avez oublié que votre doigt, entre l'extension et la flexion, eh bien, vous allez avoir un déplacement cutané qui est relativement important. Voilà, pareil, je vous l'ai déjà dit, respect des axes de traction quand vous mettez du dynamique, quel que soit le dynamique, soit de la corde à piano, du ressort, de l'élastique ou de la bande de biflex, même si elle ne sert à rien, respectez quand même l'axe de flexion et de traction qui va sur le tubercule jusqu'à fluide, sinon vous aurez des trous de rotation. Voilà, donc on fait d'abord le moulage, et une fois que le moulage est fait, on pose des rappels après. Mais le moulage, une fois qu'on l'a fait, on le verrouille. C'est-à-dire que vous faites votre moulage et vous le finissez. Il faut mettre les straps, il faut faire les fermetures. Parce que si vous faites le moulage et que vous mettez vos tracteurs sans avoir verrouillé la telle, quand vous allez poser les straps, vous allez vous apercevoir que vos tracteurs vont être déplacés de 1 ou 2 cm sur le côté. Et ça, c'est pas bon parce que vous ne respecterez plus les axes. Donc, faites votre système, vous le verrouillez, vous mettez les straps. Et ensuite, vous prenez vos repères. Vous mettez votre fil, votre tracteur, vous prenez les repères, que ce soit dessus, ou dessous, ou sur le côté. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre votre système de traction en place. Mais uniquement une fois que vous avez verrouillé l'appareillage. Voilà. Et là, vous allez régler la tension. Si vous faites une corde à piano, par exemple, pour une ouverture de pouce, eh bien, il faut régler la tension avec les spires que vous avez mis là, si vous voulez faire la corde. Et en fonction du nombre de spires ou de la tension que vous allez donner à votre spire, vous allez avoir une corde qui va être plus ou moins tendue, donc qui va plus ou moins appuyer, qui va plus ou moins ouvrir la commissure. Si vous faites une dynamique comme ça sur une commissure, ce qui paraît toujours compliqué. Voilà, donc la tension est importante parce que c'est vous qui allez choisir et le patient qui va vous dire oula, ça tire trop fort, ça me fait mal, ou je sens rien du tout, c'est complètement inutile. Alors voilà les grands principes que je vous ai donnés. Je vous rappelle pour finir sur les grands principes, on vous l'a déjà dit, que vous devez systématiquement donner une fiche à votre patient quand vous avez appareillé. Tous nos patients chez nous sortent avec une fiche, c'est notre orthésiste qui les donne. Une fiche sur laquelle il y a un numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler, pas la nuit parce qu'on n'est pas de garde la nuit quand même, mais toute la journée ils peuvent nous appeler. Le week-end on est de garde le samedi, le dimanche matin aussi, donc on peut nous appeler, ils peuvent venir nous voir. Il y a un numéro donc facile à obtenir, il y a quelqu'un qui sera au bout du fil, il y a des consignes à respecter, c'est-à-dire qu'on leur dit si vous avez mal, si vous avez des douleurs, je crois que je vous avais amené la dernière fois, si vous avez douleur, si vous avez des pressions, si vous avez des troubles de la sensibilité, si vous sentez plus la main, si vous sentez que ça pulse, si ça serre trop, si vous pouvez plus l'enlever, j'en sais rien, mais n'importe quoi, vous nous téléphonez ou vous revenez nous voir. Voilà. De toute façon, il doit y avoir toujours quelqu'un toute la journée dans un institut, dans un cabinet, pour recevoir les patients, de façon à corriger la telle que vous avez réalisée ou que vous avez mise en place.
Alors, on va commencer par on va faire la revue. Voilà, ça va être un défilé là. Donc les attelles de poignée. Dans les attelles de poignée, il y a des attelles de série et des attelles sur mesure. Donc souvent, c'est nous qui choisissons, parce qu'on connaît quand même mieux les produits et les pathologies que certains prescripteurs. Souvent, nos urgentistes, quand ils nous envoient les patients avec orthèse de poignet, je vais les voir, je dis tu veux quoi là? Tu veux du dur ou tu veux du souple? Donc c'est toujours un peu le problème, parce que même eux, ils savent pas. Donc il faut, quand on vous envoie une ordonnance, il faut connaître la pathologie. Là aussi, on a fait des cours, on a fait des formations aux médecins généralistes à Montpellier, parce que la plupart du temps, les médecins ne savent pas faire une prescription d'orthèse. Ils savent pas pour la bonne raison, c'est qu'ils n'ont jamais fait d'appareillage et qu'ils savent pas ce qu'on peut faire. Donc c'est un problème et c'est un souci pour vous. Moi, j'ai souvent des pharmaciens qui me téléphonent, parce que je fais cours au DU d'appareillage à la fac de pharmacie, et ils me disent, j'ai une ordonnance d'un médecin qui m'envoie un patient avec une ordonnance attelle pour isarthrose. Point barre. Donc c'est vrai que c'est suffisant, et ça peut être un début. Enfin, vous pouvez faire une attelle de risarthrose courte, vous pouvez la faire longue, vous pouvez la faire en dur, vous pouvez la faire en avec du néoprène, vous pouvez la faire avec des rappels, avec des tiges dans le néoprène, comme on a par exemple chez nous. Donc ça mérite des fois d'être spécifié de façon à ce que vous ne viendez pas. Donc dans tous les cas, si vous ne savez pas, il faut prendre le téléphone ou envoyer un SMS et demander des précisions, parce que bien souvent les ordonnances sont pas très bien libellées et sont insuffisantes. Donc attelle de poignet ou attelle statique palmaire, voilà, vous avez soit la possibilité de le faire en thermoplastique, soit, si vous voulez pas vous emmerder, de prendre des attelles de série. Donc ça va plus vite, c'est plus sûr, vous vous planterez pas, vous gagnerez du temps, et le problème c'est que la TVA est moins importante sur les attelles qui sont moulées que sur les attelles de série. Mais voilà, c'est comme ça. Donc on peut prendre faire une attelle complète. Donc l'attelle complète de repos palmaire, c'est peut-être la plus difficile à faire. D'abord, elle consomme beaucoup de produits. Il vous faut une plaque d'au moins 20 cm qui doit faire 10 ou 12 ou 13 ou 15 de large suivant le patient. Il faut arriver à mouler en même temps le poignet, l'ouverture de pouce et les doigts. C'est ça qui est compliqué à faire, parce qu'il faut avoir un plastique suffisamment souple pour pouvoir rentrer le plastique dans la commissure et prendre la colonne du pouce. Si vous devez aller jusqu'au bout du pouce, c'est diabolique. Souvent, on s'arrête au niveau de l'IP parce que aller au bout, c'est casse-gueule. Donc, si vous n'allez pas jusqu'au bout de l'IP, il vaut mieux que vous fassiez une attelle qui s'arrête là, plutôt que d'essayer de monter au bout, parce que vous allez être obligé de tirer le plastique et vous n'y arriverez pas. Donc, maintenez le pouce ouvert, la commissure ouverte, vous maintenez la trapézo, l'AMP, et vous allez jusqu'à l'IP. Et je crois que le coup est bien joué. Voilà. Donc, c'est vrai que des fois, on peut être obligé de monter un peu plus haut, ou de prolonger la telle. Donc les straps sont faciles, c'est toujours 2 straps au niveau du poignet, un strap au niveau de la commissure, de façon à verrouiller la telle. Quelquefois on peut rajouter un strap ici sur les IPP si on a des tendances à avoir un léger flasson sur les IPP. Voilà, donc ça donne ça, on peut les protéger, vous pouvez mettre des velcro protégés par des coussinets en velours dessus, voilà, ça donne ça, une attelle moulée classique. Vous voyez qu'on met des bandes de mousse autocollante à l'intérieur, là où ça risque de faire mal, c'est-à-dire au niveau de l'avant-bras, au niveau de la partie intérieure du poignet, sur la partie antérieure des MP et au niveau des pulpes. On passez-y, c'est vite fait. On a des bandes comme ça de mousse autocollante, vous coupez une bande, vous la collez. C'est vite fait et ça vous permettra de protéger votre patient. Alors, en fonction des pathologies, donc la ténosynovite de Kervin, je vous l'ai dit tout à l'heure, méfiez-vous, c'est une compression du long abducteur. Ici, dans la première coulisse, là, vous avez le long abducteur et le court extenseur. C'est là que se trouve la ténosynovite de Kervin. Parce que c'est souvent le cas des jeunes mamans qui ont un bébé en bas âge et qui déplacent leur enfant toute la journée, de la table à mettre les couches, à baignoire, à les laver, ça n'arrête pas de faire ça. Donc ça provoque des mises en tension du long abducteur. C'est le long abducteur, c'est pas le court extenseur. J'ai corrigé les mémoires il n'y a pas longtemps, il y en a un qui m'avait mis que la ténosynovite de Kervin c'était le long abducteur et court extenseur. Niet, c'est le long abducteur tout seul. Donc on a modifié les positions d'appareillage. Avant les de Kervin on les mettait comme ça, c'est-à-dire le poignet en extension et le pouce en rétropulsion pour détendre le long abducteur. Aujourd'hui c'est fini, on met le pouce en avant
C'est-à-dire que vous devez être comme ça, votre pouce est dans l'axe du radius, c'est-à-dire dans l'axe de la coulisse. C'est comme ça qu'ils sont bien appareillés. Vous devez prendre le poignet, parce qu'il ne faut pas que le poignet bouge, puisque c'est un tendon qui est polyarticulaire. Donc le poignet doit être pris à 10-15 degrés d'extension, et vous devez monter jusqu'à l'IP. C'est pas la peine d'aller au niveau de l'IPD, de l'IP de P2, puisque le long extenseur n'est pas intéressé. C'est que le long abducteur. Donc vous arrêtez au niveau de la première phalange, et ça suffit amplement. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, de faire une chambre, là, parce que vos patients vont avoir un appui qui va être insupportable. Voilà, donc ça va donner ça en termes plastiques. Vous devez avoir ici, là il était un peu appuyé, celui-là, vous devez avoir une chambre ici, pour pas trop appuyer sur la coulisse, de façon à ne pas avoir de douleurs séquelaires. Vous pouvez utiliser des attelles de série, hein. Il y a la série des... Je dis le nom, je ne fais pas de pub, mais enfin c'est des Sauber qui sont des attelles qui sont déjà prédécoupés, que vous avez qu'à chauffer. Ils sont dans un sachet en plastique et étanche, qui prennent le pouce et le poignet, et qui vous permettent de laisser une chambre suffisamment large au niveau de la coulisse pour ne pas vous appuyer dessus. Donc le son bien supporté donne de bons résultats. Voilà, méfiez-vous, je vous l'ai dit, du syndrome d'intersection ou du syndrome de Wartenberg. Donc si vous appuyez trop votre appareillage, comme ici, là c'est un long extenseur, donc si vous appuyez trop ici, vous allez avoir un problème d'intersection, c'est-à-dire le syndrome du croisement entre le long extenseur et les radios. Donc si vous avez un syndrome du croisement d'intersection, vous devez amener votre attelle jusqu'au bout du pouce, parce que c'est le long extenseur qui est intéressé. Et méfiez-vous de ne pas provoquer un Wartenberg, c'est-à-dire de ne pas avoir de pression dans la tabatière, parce que vous avez le nerf radial qui se balade au milieu. Alors, toutes les tendinites du poignet, c'est toujours pareil. En fonction du tendon qui est touché, vous allez mettre le poignet en légère détente. C'est-à-dire que si c'est une tendinite du flexor carpi radialis, vous allez faire un appareillage de poignet avec le poignet en légère flexion pour détendre votre flexeur radial du carpe. C'est facile, hein, c'est compréhensible. Si vous avez une tendinite des radios, ça sera l'inverse. Vous allez faire un gantelet avec un poignet qui va être en légère extension, puisque vous allez vouloir détendre les deux radios qui ont un problème de tendinite au niveau de leur insertion terminale. Si vous avez une tendinite du cubital postérieur, c'est-à-dire de l'extenseur unaire du carpe, c'est pareil, extension du poignet avec une légère inclinaison unaire, parce que vous allez mettre l'extenseur unaire du carpe en détente. Vous êtes toujours en détente du système. Et le principe dans les tendinites, c'est toujours le même. On les appareille, on les immobilise, on les met au repos, on les met sous anti-inflammatoires. Si ça ne suffit pas, on les infiltre. Voilà. La seule chance d'avoir un résultat, c'est de mettre les gens au repos. S'ils ne vous écoutent pas et s'ils continuent à faire leur activité, ça ne marchera pas. Donc il faut leur dire, il faut être clair avec eux. Ça veut dire que la telle, ils vont la porter H24, y compris la nuit, et ils la lèvent que pour se doucher, se laver. S'ils commencent à bidouiller, eh bien, c'est pas la peine. Alors il est évident que dans la journée, si vous avez une activité importante à faire et qui vous demande d'avoir une liberté de mouvement, ben, c'est sûr qu'ils ont le droit de l'enlever et de la remettre dès qu'ils ont fini leur activité. Méfiez-vous aussi sur toutes les attelles qui maintiennent le poignet. S'il n'y a que le poignet et que la mobilité des doigts est conservée, vous pouvez les autoriser à conduire, entre guillemets, en sachant que la déontologie, elle est très, très vague sur le sujet. Normalement, l'autorisation de conduire un véhicule avec, je ne parle pas des deux roues, je parle des véhicules à quatre roues, c'est-à-dire des voitures, avec un appareillage, vous devez pouvoir faire une pince, c'est-à-dire une opposition avec le pouce et l'index, et avoir accès à tous les instruments de contrôle de votre véhicule. Voilà, donc si un flic vous arrête et que vous lui faites ça, pas ça, mais ça, normalement il ne peut rien vous dire. Donc il y a des attelles qui sont supposés être autorisés à la conduite. Alors c'est très vague pour eux, parce que j'ai eu comme patient et ami maintenant le patron des flics à Montpellier. Je lui dis, tu as quoi comme référence pour les autorisations de conduite ou non? Il me dit, j'ai pas grand chose. Il me dit, je te montrerai ce que j'ai. Moi j'ai sorti les consignes qu'on a nous et les références qu'on a en matière de déontologie d'appareillage, et il avait moins que nous. Et j'ai souvent questionné des motards ou des mecs de la BAC qui arrêtaient des gens. J'ai dit, quand vous arrêtez quelqu'un qui a un appareillage, vous l'autorisez à conduire ou non? Il me dit, on ne sait pas. Ça dépend des jours, des moments, de la tronche du mec, s'il est bourré, pas bourré. Donc en fait, c'est très très flou. C'est vraiment un débat qui a été lancé plusieurs fois et qui n'a jamais été réglé.
Par contre, les gens qui sont handicapés peuvent conduire, mais eux, ils ont un permis de conduire handicapé qu'ils doivent repasser tous les 3 ans avec un véhicule qui est adapté. Moi, j'ai un patient qui a un plexus brachial, il a une Porsche, il marche à 100. D'ailleurs, il s'est fait choper il n'y a pas longtemps à 180, il n'a même pas de véhicule adapté. Normalement, il devrait avoir une boule sur le volant, mais il n'a même pas. Il a un plexus brachial complet, donc il conduit tout avec la main gauche. Alors les attelles de poignet, donc je vous ai dit qu'on pouvait faire des attelles dynamiques, là c'était les statiques, on peut faire des attelles dynamiques. L'attelle dynamique, sincèrement c'est casse-gueule. Voilà. Donc moi j'en fais pas, parce que ça demande des tracteurs hyper puissants, c'est pas facile à contrôler, à garder. Elles peuvent être dorsales ou palmaires, c'est-à-dire qu'on peut essayer de récupérer la flexion dorsale ou on peut essayer de récupérer la flexion palmaire. C'est, à mon avis, c'est voué à l'échec, il y en a qui le font. Hein. Donc voilà une attelle avec récupération dorsale, donc vous devez faire 2 parties, il faut avoir une pièce palmaire et un segment antibrachial. Les deux doivent être reliés par une pièce souple ou élastique et vous allez tirer dessus pour mettre le poignet en extension. Je vous souhaite de vous régaler parce que pour arriver à tirer un poignet en extension qui est raide, à mon avis c'est vraiment très difficile. Voilà, on peut faire pareil pour un rappel en flexion. Hein. Vous allez faire, au lieu de faire le rappel dorsal, vous allez mettre un rappel en flexion. Mais là aussi, hein, je vous assure qu'il faut 2 attelles séparées, avec ou sans un relais entre les 2 pièces, carpienne et métacarpienne et antibrachiale, et mettre des tracteurs avec des axes de traction qui sont déplacés en permanence. Je ne l'ai jamais fait. Voilà. Chaque fois que j'ai un chirurgien qui me dit « Tu me fais un dynamique pour récupérer la flexion du poignet ?» Je dis toujours non. Je dis non, si vous voulez, on fait une série d'attelles statiques progressives, c'est-à-dire qu'on les met en posture, on les met sur arthromoteur. On peut leur faire un gantelet, palmaire ou dorsal, fixé dans la position. Et au bout de 8 jours, on refait le gantelet au fur et à mesure qu'on gagne. Donc sincèrement, je préfère du statique progressif que de faire du dynamique sur un poignet. Voilà, donc il y en a qui sont à double effet, il y en a qui se régalent. Vous voyez ça avant, hein, c'est-à-dire ils mettaient des artères avec des rappels dessus et dessous. Donc un coup on tirait sur l'extension, un coup on tirait sur la flexion. Les gens ils avaient des fils de partout, des élastiques de partout, des ressorts de tous les côtés. Ça a été un peu la foire pendant un moment. Dès qu'il y a eu l'explosion de la mise en place des appareillages, les kinés, les ergots ont un peu déliré parce qu'ils ont découvert un nouveau métier, une nouvelle façon de s'exprimer. Alors le pouce, donc on va faire surtout des attelles de protection pour le pouce. Les attelles de protection, elles sont classiques, hein, vous les avez vues la plupart. Donc ça va être les orthèses de commissure, c'est la plus importante, c'est-à-dire qu'on veut toujours que le pouce soit ouvert. Dans l'attelle de commissure, c'est ce qu'on appelle le C-bar. Voilà, C-bar parce qu'il a la forme d'un C, donc avec I-bar, la première, elle a le premier rayon, deuxième rayon. Donc il faut vous appuyer sur les têtes de métal, ne vous appuyez pas sur P1 parce que vous allez mettre le pouce en valgus et vous risquez de déformer votre pouce. Donc il faut vraiment vous mettre dans la commissure pour ouvrir la colonne du pouce. Il faut le faire à 2 en principe. Il faut qu'il y en ait un qui vous tienne dans la commissure ouverte et l'autre qui va mouler le plastique et qui va le tenir jusqu'à ce que le plastique refroidisse et durcisse. Donc ça peut être court, hein, ça peut être très court. Voilà, ça peut être juste un truc comme ça peut être beaucoup plus enveloppant, ça peut se fermer de chaque côté, je vous en ferai faire, vous verrez que on peut faire plus et moins. Voilà, une attelle simple de commissure, en voilà une autre avec une brochette de canalax, donc vous verrez, hein, on en fera. Si vous avez du plastique de reste, vous pouvez faire le tour de la main. Si vous n'avez pas de plastique, vous vous arrêtez là, et le résultat est le même. Ce qu'on veut, c'est garder la commissure ouverte. Vous avez vu qu'elle est toujours en avant de la main, pas sur le côté, en avant du plan de la main, de façon à être en position de fonction. Alors les MP, donc c'est la catégorie des entorses d'MP, c'est les retours de ski, c'est les sports de ballon, on a des entorses de MP toutes les semaines, hein, on en traite je sais pas combien. Je vous l'ai dit, c'est juste un rappel sur l'anapathe, c'est-à-dire que quand vous avez une entorse de l'AMP, il faut que votre patient ait une radio et un contrôle échographique. C'est l'erreur que font souvent la plupart des médecins ou des urgentistes ou des traumatologues qui sont un peu en dehors du bassin montpelliérain. Il faut faire un contrôle échographique en plus de la radio. La radio est là pour confirmer si un arrachement important ou qui peut faire l'objet par exemple d'une mise en place d'une broche
ou d'un vissage. Et l'échographie est là pour chercher l'effet Stener. Et l'effet Stener, je vous rappelle que c'est l'interposition de l'adducteur entre les deux faisceaux de votre ligament, de votre faisceau principal du ligament collatéral médian. Donc c'est le radiologue qui va vous dire il y a un effet Stener. S'il y a un effet Stener, c'est le bloc. S'il n'y a pas d'effet Stener, c'est un traitement orthopédique. S'il y a un effet Stener, ça ne peut pas cicatriser parce que l'interposition empêche les deux faisceaux ligamentaires d'être en contact. Donc vous aurez un patient qui va traîner pendant des mois avec une douleur au niveau de la MP, avec une instabilité résiduelle parce qu'il ne sera pas verrouillé. Donc il faut absolument avoir un contrôle radio plus un contrôle échographique. Alors ensuite, quel que soit le résultat, qu'il soit passé en traitement orthopédique ou qu'il soit passé en traitement chirurgical, l'appareillage sera le même. Voilà, donc c'est en couleur ou pas en couleur. Il faut, et ça je vous le redis, parce que chez nous ça passe pas à travers, il faut vraiment que vous ayez la MP en extension stricte à 0. On s'engueule toujours avec les Parisiens ou avec les vendeurs d'appareillage, parce que même, vous verrez même sur les techniques d'appareillage, ils vous disent quand vous moulez l'appareillage, vous faites faire ça à votre patient. Ne faites pas faire ça à votre patient, parce que vous aurez la MP en flexion. Et si vous mettez la MP en flexion, vous vous retrouverez avec un flexion de la MP que vous ne récupérerez jamais. Donc toutes les entorses de la MP, qu'elles soient internes, externes ou dorsales, ou encore pire les luxations, il faut les mettre à 0. Et donc les mettre à 0, on les fera jeudi. Mettre à 0, c'est mettre le pouce dans l'axe du radius. Si vous n'êtes pas à 0, vous êtes bon pour le pylori, surtout si vous avez Meilleur qui passe derrière et qui vous voit passer votre patient dans la salle d'attente et lui dit vous retournez là-bas refaire la telle. Donc la telle est portée et poussée jusqu'au niveau de l'IP, le poignet est libre, c'est pas la peine de prendre le poignet, l'IP doit être libre pour pouvoir faire bouger et coulisser votre long extenseur, parce que le long extenseur passe pas loin de la lésion, et elle est fermée ou pas fermée sur le côté, enfin elle est plus enveloppante ou moins enveloppante. Voilà, si c'est traitement orthopédique, c'est 3 semaines d'immobilisation, si c'est un traitement chirurgical, c'est 5 semaines d'immobilisation. Après, vous avez l'alpine, hein. Je vous la ferai si vous voulez, c'est tout con, c'est tout bête à faire, mais comme j'ai commencé à faire sur les sportifs, les sportifs de haut niveau, ça c'est à mettre pour une reprise du sport, c'est pas à mettre en première intention. Donc souvent les mecs du MHB ou les types du hand ou du volley ou du foot de Montpellier, ils viennent, ils me disent tu me fais comme tu as fait l'autre, la telle pour pouvoir bouger. Je dis non, je fais d'abord celle-là. Et après, je vous ferai celle-là. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc celle-là, ne la faites pas au début, vous la faites après. C'est pour la reprise de l'entraînement ou la reprise d'un sport sur le terrain. Donc ils peuvent rentrer sur le terrain avec ça. Ils se démerdent. Hein. Nous, on les ferme comme ça, mais je leur dis, pour rentrer sur le terrain, vous dites à votre kiné d'enlever les straps et de mettre du strapal autour. Donc ils sont bandés. Comme ça, l'arbitre ne voit rien. Et il rentre sur le terrain. Donc je vous rappelle que c'est l'arbitre qui décide si un joueur peut rentrer ou non sur le terrain avec l'appareillage qu'il a. C'est-à-dire que c'est lui qui décide s'il considère qu'il est dangereux pour lui ou pour ses équipiers ou ses adversaires, il va le laisser sur la touche. Par contre, il n'a pas le droit d'enlever l'appareillage que vous avez fait. S'il rentre et qu'il est appareillé, il rentre avec l'appareillage. Il rentre pas sans appareillage. Voilà, directive s'arrête là. Il a le droit de dire il rentre ou il rentre pas, mais il n'a pas le droit d'enlever l'appareillage. Voilà, donc ça, c'est bien, hein, ils peuvent jouer avec ça, même au hand, même au volley, même au rugby. Hein, j'ai des joueurs du MHR qui ont repris avec ça et qui étaient ravis de leur truc. Alors, la colonne du pouce, je vous ai dit, vous avez ou vous n'avez pas le poignet. C'est pour ça que des fois les ordonnances sont mal faites. Quand vous avez une ordonnance où le mec vous dit j'ai une entorse, ou j'ai une rhizarthrose, ou j'ai un de Kervin, ou j'ai un Bennett, c'est surtout le Bennett, je veux une orthèse de pouce. Alors, il faut savoir, tu veux quoi? Tu veux le pouce ou tu veux le pouce ou le poignet? Et même chez nous, il y a des divergences au niveau de la prise en charge. Il y a des chirurgiens alors le Bennett, il est toujours chirurgical. Donc il y en a qui sont sûrs de leur montage et qui me disent ouais, tu me connais, tu me fais une attelle courte, je veux pas le poignet. Il y en a d'autres qui me disent ah, je suis pas très sûr de mon montage, je préfère que tu mettes une attelle longue. Donc c'est eux qui vont décider en fonction de la stabilité du foyer de fracture. Donc vous devez demander s'ils veulent ou s'ils veulent pas le poignet. Parce qu'à tous les coups, vous avez une chance sur 2 de vous ramasser, de vous tromper. La rhizarthrose, c'est pareil. Donc une rhizarthrose, ça peut être une attelle longue. À l'époque, quand j'étais à l'hôpital Chamas, ils voulaient toujours une attelle longue pour la nuit, une attelle courte pour le jour. Si vous avez deux mains touchées, ça fait 4 attelles à faire. Donc c'était toujours un peu compliqué. Donc les fractures de Bennett, ça dépend du chirurgien.
Les 2/15, c'est sûr qu'il faut toujours prendre le poignet, parce que le 2/15, c'est sur un tendon qui est polyarticulaire. Si vous bloquez pas le poignet, il va continuer à bouger dans sa coulisse, donc ça fera toujours mal et ça ne se réglera pas. L'ATM, les luxations trapézio-métacarpiennes, c'est pas la peine de prendre le poignet. Normalement, une ouverture de commissure, ça suffit amplement. Voilà, un court, un long, un court. Voilà. La rhizarthrose, je vous ai dit, hein, ça se voit de suite, quand on serre la main aux gens, on sait s'ils ont une rhizarthrose, en sachant que ça fait très mal, c'est la douleur qui les pousse à l'intervention, et que dès qu'ils ont plus mal, eh bien, c'est que l'articulation est détruite, et à ce moment-là, il n'y a plus de douleur. Mais la déformation est complète. Voilà, donc rhizarthrose, attelle courte, hein, je vous ai dit, orthèse en néoprène. Moi, j'ai un médecin, un dermato qui faisait beaucoup de laser, qui m'a dit j'ai une rhizarthrose qui m'empêche de travailler. Donc, je lui ai fait des attelles courtes en dur pour la nuit, et j'ai posé des attelles en néoprène souple pour la journée pour pouvoir travailler. Comme ça, avec ça, elle a toujours un rappel, elle est soulagée et ça lui permet de travailler. Voilà. Courte en plastique ou un strap pour commencer ou une attelle en néoprène. Voilà les attelles courtes. Oui. Quand on dit court, c'est que le poignet est libre. Voilà, regarde. Attelle courte, tu vois le poignet est toujours libre. Toutes les attelles que je te montre, le poignet est libre. Attelle courte. Attelle longue, le poignet est pris. Voilà. Non. Non. Non, je vous ai dit ça, moi. Où c'est que j'ai mis? Alors, je peux regarder. C'est où que j'ai dit ça? C'est là? Ah oui, non, mais là, oui, parce que c'est en fonction des indications, c'est en fonction de la pathologie, donc et ça dépend du chirurgien. Je veux dire à chaque truc, ouais, voilà, là j'ai mis la rhizarthrose, mais après je la reprends après. Voilà, on peut l'enlever. Mais en fonction, si c'est une rhizarthrose, ça va être court ou long en fonction du chirurgien. Si c'est un Durkheim, c'est toujours long. Si c'est un Bennett, c'est ou court ou long en fonction du chirurgien. Et si c'est un traumatisme de la thème, aussi c'est court ou long. C'est pour ça que j'avais mis les deux là. On prend le poignet, on le prend pas. Par contre, après, donc, quand on arrive aux attelles de rhizarthrose, voilà. Voilà, c'est ou court ou long. Donc si c'est long, c'est comme ça. Voilà. Donc, on peut avoir longue bilatérale, hein, comme Chamas nous faisait faire. Le Bennett, c'est pareil. Hein. Mais le Bennett, c'est pareil. C'est des attelles longues pour certains, des attelles courtes pour d'autres. Donc c'est le prescripteur qui va décider. Donc quand on a l'habitude, moi j'ai fait un tableau des préférences des chirurgiens à l'Institut, et mon orthésiste sait par exemple que si on a une rhizarthrose de Meyer, c'est une attelle courte. Si on a une rhizarthrose d'Amara, c'est une attelle longue. Donc c'est en fonction des préférences, hein. Je ne peux pas vous affirmer ce que ça va être. Voilà, les Bennett, vous voyez, ça peut être court ou long, en fonction du chirurgien. Mais de toute façon, normalement, vous devez avoir l'indication sur l'ordonnance. Ils vous disent, je veux une attelle longue, ou je veux le poignet et le pouce, ou je veux une attelle poignet-pouce, ou je veux une attelle de pouce uniquement, ou une orthèse courte. Donc, si vous n'avez pas l'indication, ou si c'est litigieux, eh bien, il faut aller voir le chirurgien. Alors, il y en a une qui est pire, parce que là, ils ne sont même pas d'accord entre eux, même à l'Institut, c'est les attelles pour les fractures du scaphoïde, opérées ou non. Donc moi j'avais ressorti la bibliographie, les scaphoïdes normalement au début c'était coude, poignet, pouce. Aujourd'hui on ne prend plus le coude, on prend que le poignet et le pouce. Et maintenant on dit que le pouce est inutile. Il y avait une étude du Montier qui a montré que ça ne servait à rien de prendre le pouce. Donc j'aurais sorti la bibliographie, et malgré ça ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc je sais, il y en a qui pour une attelle d'une fracture du scaphoïde veulent toujours des attelles poignet et pouce, et il y en a pour une fracture du scaphoïde qui veulent qu'une attelle poignet-main. Donc Suella Barthès, elle veut que le poignet. Meyer veut que le poignet. Roux, ça dépend du niveau. Donc, lui, il dit, si c'est un pôle proximal du scaphoïde, je veux qu'on prenne le pouce parce que c'est mal vascularisé. Si c'est un pôle distal, on ne prend pas le pouce. Vous voyez qu'il y a chaque fois des nuances. Hein. C'est pas nuances de gris, c'est des nuances d'appréciation. Alors, l'éluxation d'IP du pouce. Bon, là, c'est facile. Hein. On prend l'IP, c'est tout simple. Hein. Vous l'ouvrez, toujours, si c'est gonflé. Vous la mettez avec un strap et vous le faites revenir pour le fermer. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas aimé. Il a bugué.
souci là. Ça c'est compliqué. Bon, on va essayer d'aller au bout. J'espère qu'elle va pas me planter parce que sinon. Donc les orthèses longues, on les a vues. Le Bennett. Alors luxation du pouce, je vais montrer. Alors les attelles de correction pour le pouce aussi. Là aussi, vous pouvez être amené en cours de rééducation de mettre des attelles de correction. Si vous avez une entorse du pouce qui s'est enraidie, si vous avez une rupture d'extenseur ou de fléchisseur qui s'est enraidie, on peut faire des attelles de correction. Voilà ce que ça donne en vrai, c'est-à-dire que vous devez mettre un rappel qui sera toujours dans l'axe de la colonne du pouce. Ne tirez pas en dehors ni en dedans, vous devez rester dans l'axe, donc votre point de rappel il doit être au niveau, non pas du tuberculus scaphoïde pour le pouce, mais au niveau de la tête du 5e méta. Ça, c'est le point d'ancrage de la colonne du pouce pour que vous soyez dans l'axe respecté de l'enroulement de la colonne du pouce. Alors, les attelles pour les fractures de méta. Là aussi, je vous en ai déjà parlé quand on a fait la patho. Ça, on voit de tout, hein. On voit des plâtres, on voit des attelles de tomine qui ne sont pas l'indication. Le tomine est fait pour les fractures de P1. Donc les gens qui arrivent avec des plâtres comme ça, ils ressortent avec un gantelet métacarpien. Voilà, ce que je vous ferai faire jeudi, c'est un gantelet métacarpien. Vous devez bien épouser la forme des métacarpiens, bien épouser les arches palmaires et transversales, et vous devez toujours mettre la syndactylie entre le doigt lésé et le doigt voisin. Systématiquement, sinon vous aurez fait la moitié de l'attelle. Donc gantelet métacarpien amovible avec flexion complète possible des MP pour ne pas avoir de raideur ni en extension ni en flexion, et syndactylie systématique. N'oubliez pas la syndactylie, sinon vous aurez fait la moitié des choses. Donc voilà ce qu'on voit, hein. J'ai un bêtisier sur l'appareillage que je présente des fois dans des confs, je peux vous en montrer. On a des résines qui servent à rien, on a des trucs avec des lames qui sont plantées dans le plâtre qui servent strictement à rien, on a des, vous les avez vus déjà. Donc n'oubliez pas, dans les fractures de méta, tout ce qui est fracture tête, col, diaphyse, c'est le gantelet. Si vous avez une fracture de la base des méta, c'est le poignet qui est pris. N'oubliez pas de prendre le poignet si vous avez une fracture de la base. Le gantelet ne suffit pas. Donc l'indication pour les fractures des cols, tête et diaphyse, c'est le gantelet. Et l'indication pour les fractures de la base des méta, c'est la telle longue, le poignet est pris parce que c'était une fracture carpo-métacarpienne. Alors les MP, donc c'est l'MP en flexion, hein, c'est les fractures de P1 surtout. On fléchit les MP pour établir la balance musculaire. Je vous le dis parce que souvent tout le monde le fait, ils ne savent jamais pourquoi. On fléchit les MP parce que quand vous avez fléchi la MP, vous avez rétabli la balance musculaire entre les extenseurs et les fléchisseurs, mais surtout entre les extrinsèques et les intrinsèques. Ça vous permet de stabiliser une fracture de P1, c'est l'indication de l'appareillage de tomine. C'est la MP stop qu'on appelle, puisque des fois ils ne savent pas ce que c'est un tomine et vous dites tu me fais une MP stop. C'est pareil, on ne va pas se battre sur le terme. MP stop ou tomine, c'est pareil, avec la différence c'est que normalement dans le vrai tomine, la MP est bloquée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bloquer la MP, alors que quand on fait une MP stop, ils ne peuvent pas étendre mais ils peuvent plier. Donc nous on fait des MP stop, on ne fait pas des tomines. Le tomine, c'est pas pour nous. Vous pouvez faire pareil chez l'enfant, hein, ça se fait. On peut faire pareil sur les fractures articulaires de l'AMP, puisqu'il va bien falloir les mettre en bonne position, et là, il faut les mettre en flexion. Donc, je vous rappelle aussi un des grands principes qui avait été édicté dans les années 60 ou 70 ou 80, je ne sais plus. Les métacarpophalangiennes sont protégées en flexion, et les interphalangiennes sont protégées en extension. Ça a été écrit, il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, et qui continuent à me mettre les MP en extension. Ça peut nous arriver, mais dans des cas bien précis, et surtout qui nous mettent les IPP en flexion. Donc, les MP sont protégées lorsqu'elles sont en flexion, les IPP sont protégées lorsqu'elles sont en extension. Donc, P2, bon, P2 c'est facile, hein, je vous ai dit, vous avez vu, on les a fait la dernière fois en TP, tout ce qui est lésion à partir de la partie distale de P1, toutes les lésions, pratiquement, sauf exception, vont être immobilisées en extension d'IPP et d'IPD.
Donc vous allez faire un tube qui va aller jusqu'au bout, que ce soit des fractures de la tête de P1, des fractures de la base de P2, ou de l'extrémité distale de P2, ou des fracas de P3, en décalant simplement l'appareillage. Voilà, ça c'est pas bon, l'emballage c'est pas bon, l'appareillage en flexion c'est pas bon non plus. La syndactylie c'est toujours d'actualité, donc on peut toujours mettre une syndactylie pour faire bouger les gens. De toute façon ils auront un tube plus la syndactylie pour les faire bouger, surtout dans les entorses. Voilà, les lésions ligamentaires de Wallon, c'est le traitement, c'est tube en extension pendant 8 jours. Et la deuxième semaine, c'est-à-dire les 8 jours qui suivent, c'est tube la nuit, syndactylie le jour. Mais vous l'avez dans votre cours de pathologie, tout ça, je vous l'avais fait. Les lésions de la MP, des lésions ligamentaires, eh bien, là, ça commence à discuter aussi, mais je ne vais pas vous embrouiller la tête. C'est en principe, la MP est en flexion. Ceci dit, aujourd'hui, quand on a une réparation chirurgicale du ligament collatéral principal de la MP, certains chirurgiens veulent les MP en extension, mais pas pendant très longtemps. Donc là aussi, ça fait débat parce que tout le monde n'est pas d'accord, même chez nous. Les lésions ligamentaires au niveau de l'IPP, on les a faites en cours, c'est la luxation, c'est l'entorse simple, c'est l'arrachement de la plaque palmaire, comme vous avez ici. C'est 8 jours ou 10 jours, ça dépend de l'importance fonctionnelle. En principe, l'entorse simple, c'est 8 jours avec tube la journée, la nuit, et 8 jours avec tube la nuit et syndactylie le jour. C'est le même protocole si c'est une entorse grave, c'est-à-dire l'arrachement de la plaque palmaire. C'est le même protocole si c'est une luxation. En sachant qu'aujourd'hui, les luxations, Célia vous en a parlé la dernière fois, les luxations, on les mobilise tout de suite. Avant, on les immobilisait pendant 8 jours. Aujourd'hui, on les mobilise dès la première semaine. Voilà, donc ça vous le savez. Voilà l'extension complète de l'IPP, avec la mise en tension sur le plateau, si vous n'arrivez pas à les réduire, pour éviter d'avoir ça, c'est-à-dire un doigt en boutonnière fixé, qui est la pire des choses qu'on puisse avoir sur un doigt. Voilà, faites attention, les luxations palmaires de l'IPP ne sont pas des entorses, ce sont des lésions du système extenseur. Quand P2 part en palmaire, la bandelette médiale est arrachée. Quand P2 part en dorsale, c'est une luxation dorsale, c'est une atteinte ligamentaire. Quand l'IPP se luxe en palmaire, ce n'est pas une entorse ligamentaire, c'est une lésion du système extenseur. Ça veut dire qu'ils vont être immobilisés pendant 6 semaines. C'est plus 8 jours et 8 jours. C'est 6 semaines d'appareillage. Voilà, donc sur les MP, on peut faire des appareillages dynamiques, je vous l'ai dit, on en a fait. Voilà les appareillages dynamiques pour corriger les extensions, pour faire un rappel sur une extension déficitaire, pour faire des rappels antérieurs si on n'a pas de flexion. On peut faire des orthèses d'assistance, ce qu'on faisait avant pour les lésions des tendons extenseurs. Ça, on peut vous le demander. Il y a encore des chirurgiens qui demandent ce type d'appareillage. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Donc, voilà ce qu'on faisait à l'époque. C'était le dynamique. C'est moi qui ai mis sur le marché les potences de traction. On a fait ça pendant 30 ans. Aujourd'hui, on est passé à du statique. Voilà. Les ondes pluridigitales, c'est pareil. Avant, on faisait du dynamique. Aujourd'hui, je fais du statique. Pareil pour le pouce. Avant, on faisait du dynamique. C'était compliqué. Long extenseur. Aujourd'hui, je fais du statique. Vous voyez que c'est quand même plus simple de faire ça que de faire ça. Et pour la vie de tous les jours du patient, c'est le jour et la nuit. Le mallet finger, c'est traité de façon quasi permanente en orthopédique, c'est-à-dire qu'il y a 90% ou 95% des patients qui ont un mallet finger traité orthopédiquement, sauf si c'est ouvert, bien sûr. Si y a une plaie dorsale, il va au bloc. En règle générale, c'est de l'appareillage. Donc c'est nous qui les traitons. C'est soit la telle de stack du commerce, à l'hôpital ils mettent la telle de stack. Nous, on n'est pas pour. On est plutôt pour la tuile dorsale. Parce que la telle de stack, c'est une attelle à 3 points. Et l'appui distal, il est sur la pulpe. Or, la pulpe est un élément déformant. C'est pour ça que quand on les sort de la telle de stack, ils ont un défaut d'extension de moins 10 degrés. Donc le résultat n'est pas bon. En plus, la telle de stack, il enlève. Il se lave, il la remet. Donc, ils ont tout cassé. Alors qu'avec la tuile dorsale, elle est collée ici. Donc, normalement, ils ne peuvent pas l'enlever. Et on leur dit, dès qu'elle se décolle, c'est au bout de 10-12 jours, vous revenez nous voir. Ou la scotcher, vous revenez vous voir. Et on vous refait l'appareillage. Voilà les attelles pour les fléchisseurs. Donc là aussi, ça a beaucoup évolué. Avant, on faisait des durants, on a fait des rappels dynamiques. Aujourd'hui, on ne fait plus de rappels dynamiques, on a des attelles statiques. Là aussi, les attelles ont évolué. Avant, on mettait le poignet en flexion. Aujourd'hui, on met le poignet en extension, même pour les fléchisseurs. Voilà la série, la cascade d'attelles pour récupérer la mobilité d'une IPP
en extension ou en flexion. Donc on peut mettre une lame de levain. Vous voyez qu'elle est libre hein, tout le long. Vous pouvez faire un gantelet si vous voulez, vous la fixez que là. Ne la fixez pas au bout. Donc il faut qu'elle soit libre de façon à tirer dessus. On peut faire un appareillage statique dynamique. On peut faire un appareillage statique progressif, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ressort, on met un fil avec un scratch et on dit au patient vous tirez et vous scratchez. Vous tirez, vous scratchez. Au fur et à mesure, il va gagner en mobilité. On peut faire des appareillages simples pour la flexion. Vous voyez, un crochet collé sur l'ongle avec un bracelet et la mise en extension du poignet au pli du doigt. C'est des astuces que vous pourrez retrouver tout seul après. On peut faire des appareillages de flexion avec des velcro et un crochet. Vous pouvez faire pareil avec du velcro élastique et surtout, vous pouvez faire pareil avec du cohéban. Donc vous faites une prescription à votre patient de cohéban et vous dites, vous m'amenez le cohéban la fois prochaine et je vais vous montrer comment vous allez faire des attelles de posture chez vous pour récupérer votre mobilité. Voilà, le statique progressif, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un fil. Merde, je me suis trompé. Voilà, on a un fil qui tire et le patient va, l'attelle fait le tour du poignet. Le patient va tirer derrière et scratcher au fur et à mesure qu'il va gagner et qu'il va avancer sur la mobilité. Voilà, pour les IPP, les IPD, c'est en extension, c'est toujours pareil, hein, c'est rarement en flexion. S'ils sont en flexion, c'est que les mecs, ils n'ont rien compris. La syndactylie, c'est le moyen le plus simple de faire bouger les doigts et de les protéger. Faites-les correctement, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même conserver l'alignement des doigts. Si vous avez des doigts avec des ligaments qui sont complètement pétés, qui pètent sur le côté, il faut leur mettre des cales entre les doigts de façon à avoir un alignement complet des doigts. Voilà, elle peut être sur 2 doigts, elle peut être sur 3 doigts. On fait des straps sur 3 doigts, mais j'avoue que c'est compliqué pour le patient à mettre et à enlever. C'est une usine à gaz. Voilà, les attelles statiques, pareil, on peut faire des attelles statiques de limitation d'amplitude. Hein. Ça, c'est la fameuse attelle de Bisley, qui a toujours dit que c'était pas lui. On la met rarement, on la met dans les luxations avec instabilité dorsale de l'IPP. Il y a des IPP, quand elles sont luxées, dès que vous les mettez en extension, elles se luxent, elles ressautent toutes seules. Donc on peut leur faire une attelle de Bisley pendant 8 jours, mais après il faut repasser rapidement à l'attelle d'extension, sinon vous n'en sortirez pas. Voilà, les dynamiques, donc c'est les Kapner, hein, je vous ai dit, les Kapner qu'on peut fabriquer, ou des Kapner du commerce. Ça, c'est les vieux Kapner Luer. Aujourd'hui, on a ça. Ça, c'est un Kapner qui est fait. Moi, je peux vous le faire, mais sincèrement, si vous portez celui-là et celui-là, vous allez voir que vous choisirez vite celui-là, parce que la traction est beaucoup plus souple et plus facile à supporter. En sachant que, je vous l'ai dit, vous ne devez jamais faire porter un Kapner pendant la nuit. C'est uniquement la journée sous le contrôle de la vue. Voilà, les attelles de guidage, hein, voilà ce que j'avais fait à l'époque pour la polyarthrite, sur les doigts qui partaient en déviation lunaire. J'avais mis au point une platine avec des tracteurs et des ressorts, bien sûr, parce que c'était mon truc, pour corriger la déviation lunaire des doigts. Bon. À la Malou, il faisait une attelle statique, enfin pseudo-dynamique de mobilité pour les déviations lunaires de doigts qui étaient jolies mais qui étaient compliquées à faire. Voilà, aujourd'hui on a les néoprènes qui ont pris le truc. On a essayé de faire des choses pour les musiciens. Je vous ai dit que ça n'avait pas marché, on s'est cassé la gueule, on n'a pas été suivi par le laboratoire. Donc on l'a arrêté. Les musiciens peuvent être équipés de différentes façons. Voilà, avec des straps, avec des doigtiers. On peut faire des attelles simples. Hein. Une fois, j'ai une blague qui arrivait d'Afrique. Elle portait ça sur un plexus brachial. Elle avait toutes les pulpes qui étaient entamées. Elle avait des rappels avec du cuivre. Donc les mecs, ils s'étaient bien démerdés. Du cuivre et du cuir. Pour elle, c'était très compliqué. Je lui ai fait un rappel avec des lames de levain sur tous les doigts, qui étaient jolies. Elle était ravie. Vous voyez les lames, hein, vous pouvez les mettre sur un gantelet, mais vous les fixez au bout. Vous ne les fixez pas sur toute la longueur. Comme ça, vous respectez le constructeur. Voilà, les attelles du commerce pour finir. Pour les épaules, hein, les contractions d'épaule, c'est l'écharpe simple. C'est la maillot clinique, si vous savez la faire. La maillot clinique avec un tube un jersey. C'est du jarrier, c'est-à-dire ce sont des tubes tout vendus complètement, qu'il faut enfiler, qui maintiennent le thorax complètement. Le du jarrier, c'était la folie de l'hôpital à l'époque. Aujourd'hui, on a plutôt des coups de corps, voilà, qu'on vend directement, hein, puisque vous avez le droit de les poser. Vous avez le droit de les prescrire aussi. Hein. Si vous ne les avez pas, vous avez le droit de prescrire une attelle coup de corps pour votre patient qui va l'acheter en pharmacie. Et il sera remboursé en plus, parce que vous avez le droit de prescription là-dessus.
Les abducteurs, on n'en fait plus. Avant, les patients qui étaient opérés d'une coiffe se baladaient avec des appareillages comme ça, avec des abducteurs à 90 degrés. C'était infernal pour vivre. C'était le bordel complet. Aujourd'hui, on a juste des coussins, des ultra slim, avec une abduction de 5-10 degrés. Ça suffit amplement, c'est pas la peine de les emmerder. L'attelle pour les épicondylites, hein, ça aussi c'est un truc qui est chiant à faire passer, ça dure plus d'un an, l'épicondylite, il faut les traiter, prescrivez-leur une attelle compressive pour épicondylite, hein, c'est vendu par plusieurs labos, il faut qu'il y ait souvent un coussinet, c'est mieux, il faut les positionner sur l'insertion, en dessous de l'insertion des épicondyliens, et le faire garder la journée, et si possible la nuit aussi, et sincèrement ça donne des résultats. Voilà, les attelles de poignet, donc ça c'est interdit, hein. C'est ce qu'on a refusé sur les nouvelles attelles, ça c'est à la poubelle. Donc il faut des attelles de poignet qui libèrent le pli palmaire proximal avec flexion complète des MP, sinon ça ne marche pas. Les attelles à néoprène, les attelles anti-déviation cubitale, c'est vendu dans le commerce aussi ça. Si vous n'avez pas envie de faire des moulages avec des cavaliers au milieu. Le fameux Kapner, l'attelle de stack, tout ça c'est vendu, mais sincèrement il vaut mieux que ce soit vous qui la fassiez. Voilà, pour la patte arrière, eh bien, il y a les suspensions de traction ou les attelles de Riono dans les services pour les prothèses de hanche. Je ne sais pas si ça met encore aujourd'hui. Les attelles de genoux, méfiez-vous sur les attelles de genoux, les Zimmer, souvent les patients sont en flexion à l'intérieur parce que les balènes sont latérales, il n'y a pas de balène postérieure, donc il faut bien les régler pour pas qu'ils se retrouvent en flexion. Les attelles pour entorse ou lésions ligamentaires, donc il y a les attelles simples avec juste un secteur de mobilité qui peut être réglé de chaque côté, ou les attelles de l'Enoxil de Donjoy où il y a vraiment un rappel pour essayer d'éviter qu'on ait un mouvement du croisé antérieur qui a lâché complètement, c'est-à-dire un mouvement de luxation antérieure du tibia. Donc les gens peuvent skier avec ça, ça leur maintient le genou. Voilà, vous avez les attelles post-op hein, pour les reconstructions ligamentaires de croisés avec quelle que soit la technique, que ce soit un Kenneth Jones ou les transferts de demi-tendineux, avec des secteurs de mobilité qui sont gérés par le chirurgien ou par le kiné. Les attelles de cheville avec les aircasts qui sont toujours d'actualité, qui permettent aux gens de marcher en ayant une cheville qui est maintenue et qui leur évite d'avoir des piqûres dans le ventre de Lovenox pour éviter d'avoir des troubles de la coagulation. Voilà, donc vous voyez, on peut faire quand même pas mal de choses. On a aussi des attelles à secteur de mobilité pour le coude, hein, on les fait faire. Il y a un labo qui commence à en faire, j'ai vu que Gibo en avait sorti une. Souvent, quand on a des coudes qui ont été opérés avec des coudes très instables, en post-opératoire, pas le premier jour parce qu'il faut les commander, il faut qu'ils aillent prendre une mesure, faire un positif, un négatif. Et moi je demande à Ducrot et à Marcenac de me faire des attelles avec des secteurs de mobilité ouverts et c'est moi qui les règle. Donc ce sont des attelles où vous pouvez bloquer le patient, où vous pouvez lui donner moins 30 d'extension et 60, 65 degrés ou 70 degrés de flexion. Et au fur et à mesure vous augmentez la mobilité, ce qui permet de passer des étapes difficiles. Voilà, merci pour votre attention et bon appétit.